et commenter l'actualité sociopolitique, économique. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SG Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Mardi 1er août 2017, j'y arrive enfin. Bonjour et bienvenue dans votre émission La Tribune de l'Actualité Plus, l'émission qui analyse, commente et décrypte pour vous l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Comme annoncé hier, un seul invité ce matin ici dans ce studio sur ce plateau, Elhadj Cellou Dalein Diallo, il est le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG en abrégé, et chef des filles de l'opposition. Avec lui, il sera question de l'évolution de l'actualité sociopolitique de notre pays, notamment le bilan des meetings et la marche de demain, mercredi, la crise au sein de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, la tenue des élections locales avant la fin de l'année, le rapport avec le FAD, le Front pour l'alternance démocratique, donc ses pairs de l'opposition, l'éducation, la santé, les mines et les infrastructures. Bref, tout va être abordé aujourd'hui avec notre invité ici dans ce studio et sur ce plateau. Encore une fois, Elhadj Cellou Dalein Diallo, il est le président de l'UFDG. Président, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour. Gérez-vous bien le micro. Bonjour. Bonjour. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Boubacar Kandé, bonjour à Elhadj Cellou Dalein Diallo, bonjour aux auditeurs et téléspectateurs. Soirée Boubacar, bonjour. Bonjour Kandé, bonjour à notre invité. La mise en onde est assurée par Kandé Oumar Kamara, assisté de Kandé Al-Bouhari Sankon. La réalisation assurée par Alassane Diallo et toute son équipe. Ici, micro-présentation à Boubacar Kandé. Cellou Dalein Diallo, vous êtes président de l'UFDG, vous êtes chef de file de l'opposition. Quelle est la différence entre les deux et comment vous faites pour jouer le rôle de chacun des postes? Écoutez, je suis président de l'UFDG, vous le savez, j'ai été élu par le congrès du parti là, en 2015. Il s'est trouvé qu'en 2014, à l'initiative du président de la République, une proposition de loi est arrivée à l'Assemblée nationale pour créer un statut pour le chef de file de l'opposition. Alors, cette loi a été adoptée à l'unanimité en décembre 2014, décidant de créer désormais en Guinée un statut de chef de file de l'opposition. La philosophie de quoi? Il s'agit d'élever à une certaine dignité ce chef de file de l'opposition en lui accordant un rang protocolaire au niveau de la République, un privilège, en lui donnant une voiture de commandement, une voiture d'escorte et un budget de fonctionnement. On a laissé au bureau de l'Assemblée le soin, en concertation avec le ministère de l'économie et des finances, de définir ce budget. À l'issue de l'adoption de cette loi qui a été promulguée par le président de la République en janvier 2015, le bureau de l'Assemblée a pris deux résolutions. Une première résolution désignant nommément le chef de file de l'opposition. Cette résolution a visé deux actes majeurs. Le premier acte, c'est la proclamation des résultats des élections législatives par la Cour suprême, qui confirmait l'obtention par l'UFDG de 37 députés à l'Assemblée nationale. Donc c'est le parti qui avait le plus grand nombre de sièges au sein de l'opposition dans l'Assemblée nationale. Le deuxième visa, c'est le congrès de l'UFDG, élisant M. Cellou Dalein Diallo comme président du parti. Donc c'est ainsi que cette résolution m'a désigné comme chef de file de l'opposition. En 2015, il n'y a eu aucun avantage, il n'y a pas eu de budget, il n'y a pas eu de véhicule. En 2016, il n'y en a pas eu. En 2016, le 1er septembre, lorsque j'ai rencontré le président de la République, lors de nos entretiens en privé, il a dit qu'il va mettre en place les avantages
du chef de file de l'opposition. Je lui ai dit non, écoutez, je n'étais pas venu pour ça. Il ne faut pas décrédibiliser la démarche, parce que je suis venu au nom de l'opposition républicaine pour répondre à votre invitation, pour voir dans quelles conditions l'opposition pouvait répondre à l'invitation qui lui a été adressée par le Premier ministre pour le dialogue. Nous avions constaté en effet, comme vous le savez, que les décisions issues des dialogues n'étaient jamais appliquées. Si bien que l'opposition a estimé qu'il n'était pas utile d'aller à des nouveaux dialogues sans un engagement solennel du président de la République d'être le garant de l'application des décisions qui en seraient issues. Donc à l'issue de nos discussions, il a accepté donc de prendre cet engagement. On en reviendra, je suis sûr, au cours de l'émission. Donc, pour le budget 2017, à un moment donné, donc vers le mois de février, le ministre du budget m'a adressé un courrier pour me dire qu'il y a un crédit de 5 milliards décaissable par tranche trimestrielle de 1 milliard 250 millions qui a été retenu comme budget du chef de file de l'opposition. Donc voilà un peu l'histoire, la philosophie qui est derrière. Et bien sûr, il y a eu tout le débat qu'il y a eu. Il y a certains qui ont estimé à un moment donné que c'était une subvention aux partis politiques, d'autres que c'était un salaire du chef de file. J'ai rappelé que ce n'est ni une subvention à l'UFDG, ni une subvention aux partis politiques. C'est un budget de fonctionnement du chef de file, qui est une personne qui a été désignée par une résolution de l'Assemblée nationale conformément à une loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. Donc je suis chef de file. Alors comment je le joue? Je réponds à des invitations en tant que plan protocolaire. J'attends toujours mes voitures. Je n'ai pas reçu encore un rayon. Je n'ai pas encore commencé à utiliser la première tranche qui a été mise à la disposition du chef de file de l'opposition dans un compte créé à cet effet à la Banque centrale. Je n'ai pas encore utilisé un franc. Mais c'est disponible. C'est disponible. La première tranche a été versée. Ça, vous pouvez confirmer? Je confirme que la vous qui ne voulez pas toucher. Non, non, je suis en train de savoir les modalités d'utilisation des fonds, parce que c'est des fonds publics. Est-ce que c'est des fonds spéciaux qui peuvent être dépensés à la discrétion, puisque c'est une mission du chef de file? Est-ce que c'est des fonds de l'utilisation doit obéir nécessairement aux règles de la comptabilité publique? Il faut que je me mette en rapport Voilà, justement, là, Dalen Diallo, ma question venait sur ça parce que je voudrais savoir s'il n'y a pas un texte qui accompagne ce fonds-là. L'utilisation du fonds. L'utilisation du fonds, c'est justement, on dit, c'est pour le fonctionnement du chef de file de l'opposition, ou bien il y a des explications qui accompagnent ce bon, c'est ce qui se passe ailleurs, ce que j'ai vu ailleurs, parce que j'étais avec plusieurs chefs de file l'année dernière, soit à Philadelphie à l'occasion de l'investiture de Mme Hillary Clinton. J'étais avec Soumaïla Cissé, Zéphirin Diabré et d'autres qui avaient bénéficié de ce statut. Bon, en France, c'est une subvention que le chef de file dépense à sa discrétion. Mais ici, par prudence, j'ai demandé est-ce que c'est des fonds spéciaux. J'ai été Premier ministre. Il y a le fonds spécial du Premier ministre que tu dépenses à ta discrétion. Il y a le budget de la primature qui obéit nécessairement à la règle de la comptabilité publique et l'engagement. Ensuite, il y a le salaire. C'est comme à la présidence, c'est comme à l'Assemblée. M. Kondiano a un fonds spécial, il y a le budget de l'Assemblée et puis il y a ses propres primes en tant que député. Alors, il fallait clarifier avec tout ça parce qu'il faut être prudent avec le ministre du budget et essayer de trouver un local, parce que je dois louer un local de chef de file de l'opposition, mais j'attends toujours qu'on me donne les véhicules, je ne les ai pas encore reçus par contre. Est-ce qu'aujourd'hui, ce budget dont on parle, ces fonds mis à votre disposition, même si vous ne l'avez pas encore utilisé, est-ce qu'aujourd'hui, cela ne constitue pas pour vous un os qui ne traverse pas votre gorge, parce que tant de débats autour de cela, l'UFDG acheté par le pouvoir, celui d'Alain Diallo aujourd'hui utilisé par Alpha Condé, est-ce que ça ne constitue pas aujourd'hui un problème pour vous? Non, pas du tout. Je ne me sens pas lié. C'est une loi de la République qui a été adoptée par tous les députés. Tous. Les non-inscrits, le groupe des Républicains, le groupe des libéraux démocrates, le groupe RPG Arc-en-Ciel. Il n'y a pas eu une seule abstention. Tous les députés ont voté favorablement. Dès lors que ça devient une loi, si elle s'applique,
On ne peut pas dire que c'est pas fait un cadeau. Non, c'est pas fait pour Cellou Dalein. C'est fait pour le chef de file de l'opposition. Ma vocation, c'est d'être président de la République demain. Ce n'est pas mon objectif, ce n'est pas d'être chef de file de l'opposition. Mais il se trouve que dans le contexte là, en tenant compte des résultats officiels des élections législatives, je suis la deuxième force politique du pays et la première de l'opposition. Et donc, j'ai droit à ces avantages qui ont été décidés par l'Assemblée nationale, qui est l'institution compétente pour décider ce genre de choses. Certes, vous avez rappelé 2015, vous n'avez rien reçu, vous n'avez les avantages, les voitures et rien. 2016 également, c'est seulement après, vers la fin de 2016, que il vous a été notifié l'existence de ce fonds. Du premier trimestre. C'est en 2017 que ça m'a été notifié. Alors, pourquoi? Certes, il y a les explications que vous attendez, mais qu'est-ce qui empêche encore le chef de file de l'opposition d'utiliser ce fonds? Non, je vais d'abord définir les règles d'utilisation. Vous savez, le chef de file, c'est un homme prudent. Il faut que ça soit jeté, je vais en garder la traçabilité. C'est le chef de file qui est prudent ou bien c'est Cellou Dalein Diallo qui est prudent? Parce qu'aujourd'hui c'est vous, demain c'est quelqu'un d'autre. Oui, d'accord. Je pense que Cellou Dalein reste un homme prudent. Vous savez, tous les audits dont j'ai été l'objet depuis que j'ai quitté la primature en 2006. Bon, il faut être prudent et utiliser tout en faisant en sorte qu'il y ait la traçabilité, les trucs, puisque dans tous les cas, quel que soit le statut du fonds, la nature du fonds, fonds spécial, fonds de souveraineté, budget de fonctionnement, il faut que ça soit utilisé dans le respect d'un certain minimum de règles permettant de faire la traçabilité des fonds. Je pense qu'on ne va pas quand même passer toute l'émission. C'est ça. Alors, quelle est la différence entre ces différents fonds? Qu'est-ce qu'un fonds spécial, un fonds de souveraineté? Un fonds spécial, généralement, le titulaire, le bénéficiaire l'utilise à sa discrétion. Il n'a souvent pas l'obligation de le justifier. Maintenant, la résolution des différents petits problèmes sociaux qui se posent, c'est ça? Écoutez, oui, il y a beaucoup de choses. Lorsque vous êtes élevé à un certain rang au niveau de la République, la demande sociale. Il y a des choses qui sont de nature parfois sociale, humanitaire. Vous êtes sollicité parce que vous êtes perçu comme une personnalité du pays et vous êtes sollicité. Je pense que parfois, effectivement, vous pouvez utiliser ce fonds pour faire face à certaines de vos obligations et de vos charges en tant que personnalité qui prend place au plan protocolaire immédiatement après le président des institutions. D'accord. Mais sauf que ce fonds, à l'analyser, il a été à la base de la dislocation, si on peut le dire comme ça, de l'opposition républicaine. On a vu plusieurs de vos pairs sur des médias pour dire que vous avez dit que votre parti, l'entretien coûte cher, donc ce fonds pourrait vous aider pour rénover le parc. Tout cela. Il y a deux choses. Dans le débat, il fallait qu'on se mette d'accord. Je crois qu'avec mes collègues de l'opposition, on s'était mis d'accord. Ce n'est pas une subvention au parti politique de l'opposition. Ce n'est pas une subvention à l'UFDG. C'est le budget du chef de file qui a été désigné par une résolution de l'Assemblée nationale. Alors, maintenant, qu'est-ce qui est possible pour soutenir pour soutenir la lutte de l'opposition, pour marquer la solidarité avec les autres? À cet égard, j'étais ouvert. Mais ce que je dis, il ne faut pas accepter qu'une interprétation erronée de la loi soit faite et qu'on soit tous d'accord. Ce n'est pas. Pourtant, c'est vos premières communications qui ont amené vos pairs à comprendre cela. Peut-être. Non, ce n'est pas ça. Avant que je n'arrive, j'étais en tournée en forêt en Haute-Guinée. Le débat était ouvert. Il y a beaucoup de gens qui se sont exprimés là-dessus. C'est un salaire, c'est un machin, c'est la corruption. Alpha Condé a corrompu ses loups. C'est une subvention au parti politique de l'opposition. C'est une subvention à l'UFDG. Bon, mais tout cela n'était pas vrai. La vérité, c'est qu'on a voulu donner, comme je dis, au chef de file de l'opposition des ressources lui permettant d'être au sein de la République, l'institution qu'on a voulu créer dans le cadre de la prise en compte des minorités. D'accord. À date, autour de ce fonds, qu'est-ce que vous avez prévu concrètement pour le meublement de votre bureau, le cabinet, qu'est-ce qui est fait concrètement? Je vais constituer le cabinet de chef de file de l'opposition. Ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas en fait, je suis dans les consultations avec les autres membres de l'opposition. Je voulais les intégrer un certain nombre d'entre eux, pas tous, au cabinet du chef de file, pour qu'ensemble,
on puisse se réunir et prendre des décisions par rapport, y compris à l'utilisation des fonds, surtout dans des actions qui peuvent renforcer le combat que nous sommes en train de mener contre la dictature. Alors, quelle est la ligne de démarcation, Daouda, si tu permets, entre maintenant votre fonction de chef de file à celle du président de l'UFDG? Le président de l'UFDG, je gère, enfin, j'oriente les actions que le parti mène. Je préside les assemblées générales, le bureau exécutif, les conseils politiques. Et nous décidons qu'est-ce que le parti fait. Au niveau de l'opposition, de chef de file de l'opposition, évidemment, j'essaye de rassembler autant que faire se peut les partis politiques qui acceptent la création du chef de file. Il y en a qui le contestent, qui estiment que c'est sur la base de résultats erronés, c'est-à-dire les législatives, que le chef de file est choisi. C'est comme s'ils ne veulent pas reconnaître le chef de file. Donc il y a des contestations. Oui, mais c'est comme vous aussi. Jusqu'à date, vous n'avez pas reconnu Alpha Condé. Oui, mais j'ai pris acte qu'il est le président de la République. Oui, Daouda, question suivante. Mais ceci dit, j'ai pris acte qu'il est le président de la République. Et à ce titre que je le rencontre en tant que chef de file. Bon, mais les élections que 2015, on n'a pas eu élection, c'était une mascarade. Mais ceci dit, voilà. Oui, ceci dit, vous avez dit tout à l'heure, vous vous concertiez avec vos pairs de l'opposition pour savoir comment faire fonctionner le chef de file de l'opposition. Est-ce que concrètement, vos pairs de l'opposition sont-ils prêts aujourd'hui à vous accompagner, à rester comme vos conseillers, vos proches dans le cabinet? Certains ont marqué leur accord pour ça, et je suis en consultation avec les autres. Ceux qui veulent, naturellement, personne ne sera obligé d'être membre du cabinet. Moi, je propose à certains leaders, compte tenu du rôle qu'ils jouent, compte tenu du poids qu'ils représentent au plan de l'échiquier politique, d'être dans le cabinet du chef de file. Est-ce qu'il y a des hostilités qui ont été présentées? Il y en a qui ont dit, bon, moi je ne viens pas auprès de vous. Non, il n'y a pas eu un refus catégorique. D'autres ont dit, non, je ne souhaite pas être conseiller, je souhaite être vice-président. Je leur ai dit, non, écoutez, il n'y a pas de président. Ils disent, non, il faut que toi tu sois président. Je dis, non, la loi a nommé. C'est le chef de file de l'opposition. On aurait pu dire le principal opposant, on aurait dit autre chose. Mais c'est le chef de file, je ne suis président de rien, je suis chef de file de l'opposition. Maintenant, si je constitue un cabinet, évidemment, je cherche des titres pour les membres de ce cabinet. Il m'avait semblé que le terme conseiller, était le meilleur. Oui, mais qui sont consultés à date? Aboubacar Sylla, Mokhtar Diallo, Jean-Marc Teliano, Fayam Elimouno, ou qui? Fayam Elimouno, Aboubacar Sylla, Jean-Marc Teliano, Makanera ont été consultés. Mokhtar n'est pas encore consulté. Pas encore. L'invité ce matin, mesdames et messieurs, ici, dans ce studio, sur ce plateau, est là, Jassélou Dalen Diallo. Il est le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, chef de file de l'opposition avec lui. On est en train d'aborder tous les sujets liés au fonctionnement de la nation. On va aborder maintenant les meetings et autres manifestations. Soirée, première question. Voilà, et là, c'est le Dalen Diallo. Hier, vous avez bouclé vos séries de meetings et de sensibilisation par rapport à l'organisation de la manifestation prévue demain. Quel est le bilan que vous tirez de tous ces meetings et sorties médiatiques que vous avez déjà entamés depuis longtemps? Bon, rappelons d'abord que la genèse de ces manifestations, l'opposition à un moment donné a noté qu'il y avait énormément de lenteur et peu de volonté politique dans l'application de l'accord politique du 12 octobre 2016. On avait décidé, après le mois de carême, d'entamer une série de manifestations pacifiques. Mais ces manifestations, en tout cas ces marches pacifiques, devaient être précédées de meetings de sensibilisation de la population comme on l'avait fait l'année dernière. Avant la marche du 16 août, on avait fait beaucoup de meetings de sensibilisation. Alors, donc une réunion de l'opposition républicaine s'est retrouvée pour mettre en place un comité d'organisation dans lequel ont siégé tous les partis politiques de l'opposition républicaine. Ils ont élaboré un programme et ils ont soumis à une plénière. Cette plénière a décidé d'adopter ce programme qui indiquait que les manifestations, les meetings devaient commencer par Kaloum le 16 juillet. Après, on allait organiser le 22 un meeting à Sangoya et le 23 un meeting
à Nongo. Et finalement, un autre meeting le 31 à Kabele. Alors naturellement, nous avons commencé par Kaloum. Ça a été un succès à mes yeux. Je pense que la presse était là. Elle a fidèlement rendu compte de ce qu'il y avait. Il y a eu une forte mobilisation par rapport à Kaloum. Et ce qui était aussi notable, c'est que sur tout le parcours, nous avons senti l'adhésion des populations. De ceux qui ne se sont pas déplacés pour aller au lieu du meeting, ils étaient devant leur maison en train d'applaudir le cortège que j'étais en train de diriger, au sein duquel se trouvaient les autres partis de l'opposition. Et nous avons vu des usagers de la route s'arrêter, sortir de leur voiture, nous applaudir chaleureusement. Et on a vraiment senti aucune haine, aucune hostilité. Et ça aussi, ça a fait plaisir. Donc aussi bien à l'aller qu'au retour, nous avons été partout applaudis. Alors c'est bien à l'intérieur de la presqu'île, mais également en dehors. Alors le jour suivant, c'était Sangoya. Il y a une grandiose mobilisation, malgré la pluie. Et on a tenu un meeting devant des gens qui soutenaient vraiment les revendications de l'opposition républicaine. Et au retour aussi, on a enregistré, partout où on passait, le même enthousiasme, la même chaleur, le même soutien, la même adhésion à ce que nous étions. Lorsque nous sommes arrivés au niveau du marché d'Anko 5, on a vu tout le monde abandonner les étages pour venir applaudir le cortège. Et ça, c'est extrêmement important. Ça devrait être un signal pour le pouvoir. Oui, mais il y a une adhésion. La foule n'est pas un repère, hein, pour... Non, c'est pas la foule. Attendez. Oui, peut-être alors. Qu'est-ce que... En politique... Oui. En politique, je pense que c'est important. La capacité de mobilisation des gens. Vous savez bien que les gens ne se déplacent pas s'ils ne sont pas convaincus pour aller à un meeting sous la pluie, sous la chaleur. Il y a aussi des curieux. Les curieux qui arrivent, mais les gens qui sortent applaudir chaleureusement. On a vu des cas lorsqu'on passait dans certains milieux, dans certains quartiers, réputés hostiles, comme l'indifférence qu'on rencontrait au début en 2011. Aujourd'hui, partout, on sent une adhésion effective de la population à notre cause. Les choses changent et on le note. Et c'est sûr que vous ne pouvez pas obliger quelqu'un d'applaudir lorsqu'il ne veut pas. S'il est curieux, il regarde dans l'indifférence le cortège passé. Oui, mais la beauté de Cédélin aussi, c'est lui. Non, mais écoutez, il y a une évolution. Cédélin était plus jeune il y a 5 ans ou 6 ans. Mais je dois avouer que dans ces quartiers, on ne ressentait pas la même chaleur, la même adhésion, le même soutien à Cellou Dalein que maintenant. Et donc il y a eu un changement. Je pense que c'est l'expression d'un ras-le-bol, d'une frustration, d'une volonté d'un vrai changement. D'abord, les gens souffrent en raison des conditions de vie extrêmement difficiles. Et puis la déception en raison du peu de résultats en termes d'amélioration des conditions de vie de la population données par ce pouvoir. Ensuite, ils sont au courant de la corruption, du détournement massif de biens. On va à vos différents messages tout à l'heure. Mais pour beaucoup aussi, aujourd'hui, cette mobilisation autour de Cellou Dalein Diallo dans les meetings et autres marches annoncées, c'est juste un défi à relever, mais pas une parfaite adhésion, parce que on a vu certains en quittant, on disait qu'après Abakar Silla, Mokhtar Diallo et Jean-Marc Teliano, on verra comment l'UFDG va mobiliser désormais. Est-ce qu'un défi ou une totale adhésion à votre cause? Non, je pense que la capacité de mobilisation de l'UFDG n'a jamais été contestée, même par les gens les plus hostiles. Vous savez, en 2016, lorsqu'on a lancé l'appel pour la mobilisation de la marche du 16 août, l'UFR avait décommandé, le PDN avait décommandé, mais la marche s'est passée, on s'est disputé de la participation, certains disaient 1 million de personnes, 700 000, 500 000, mais c'est pas facile en Afrique au sud du Sahara, c'est pas n'importe quelle opposition qui peut mobiliser autant du monde. Donc nous, on n'a pas démontré que l'UFDG ou l'opposition a une capacité de mobilisation. Sans compter ce qu'on vous colle comme transporteur de militants. Transporteur de militants. Non, comment on n'a pas besoin de transporter des militants vous aussi. Ça, c'est les gens qui sont à court d'arguments, qui n'arrivent pas par jalousie ou par machin. Non, c'est pas les militants, les gens ne croient pas en lui, personne ne croit en ses loups. Pourtant, le cortège quand même qui vous accompagne, il est toujours lourd. Hein? Il y a certains même qui parlent de manipulation d'image. Hein?
Bon, mais vous étiez là, hein. Bon, je sais pas, je pense que Chéri FM était représenté à Kalou. Écoutez, vous savez, on a fait un travail à Kalou. Nous avons 11 quartiers dans la presse. Dans chaque quartier, on a un comité de base. On a organisé des congrès récemment, en 2016-2017 là. On a implanté le parti dans chaque quartier. Et il y a des adhésions effectives des gens déçus d'autres partis qui arrivent chez nous. Ce qui nous a permis maintenant d'aller à la base, créer des comités de base dans chaque quartier de Conakry. Et dans les îles, on a une section. Et maintenant, on a fait des sections. On a 4 ou 5 sections ici. Et on va faire le congrès fédéral dans les jours qui viennent et vous allez voir. Déjà, ils ont fait un pré-congrès, ils ont aplani toutes les divergences, calmé et trouvé un consensus sur les principaux potes. On va faire la semaine prochaine le congrès. Mais pourquoi vous manifestez actuellement alors que vos pairs de l'opposition républicaine pensent qu'il y a des avancées et ils ont été confortés dans leur position avec la déclaration, le communiqué de la présidence de la République d'hier? Ouais, le communiqué de la présidence hier, c'est le résultat de nos manifestations. Ah bon, vous pensez? Non, bien entendu, je le sais. Je ne le pense pas, je le sais. Donc, écoutez, si on dit qu'il y a eu des progrès, moi je n'en ai pas vu. C'est pourquoi les gens s'interrogent quelles sont les vraies motivations de nos partenaires qui ont décidé de créer un autre front. Parce que quel est le problème? C'est les mêmes. Avec les mêmes, on a fait le constat. Regardez les différentes décisions issues du dialogue de 2016. Le seul point qui a connu un progrès, c'est le code amendé. Mais n'oubliez pas que ce code amendé devait être promulgué au mois de décembre 2016 pour que les élections se tiennent en février 2017. Est-ce qu'il y a eu lenteur ou pas? Ce n'est que la semaine dernière que ce code a été promulgué. C'est celui-là qui devait être promulgué en décembre 2016. Il y a eu lenteur ou pas? Et nous sommes le 1er août aujourd'hui. Oui, attendez, parce qu'il faut qu'on regarde cas par cas. Il ne s'agit pas d'affirmer qu'il y a des progrès. Où est le progrès? Nous avons dit que nous protestons contre la lenteur et l'absence de volonté politique de mettre en œuvre l'accord politique du 12 octobre. Nous parlons du code électoral amendé. Disons qu'aujourd'hui, c'est résolu avec 7 mois de retard. Les élections locales devraient avoir lieu au mois de février 2017. La CENI avait annoncé le 18 septembre, par la voix de Bakary Fofana, que la CENI était prête à les organiser le 18 décembre. Comme le dialogue s'est ouvert, et comme on avait décidé de modifier certaines dispositions du code électoral à la demande de la mouvance, parce que ça n'a pas été suffisamment dit, mais il faut le préciser, on a dit donc qu'il faut qu'on recule la date des élections au mois de février. Et on a décidé que le code amendé devait être adopté par l'Assemblée nationale au mois d'octobre ou au plus tard début novembre. Ça n'a pas été fait lors de la session budgétaire. Ils ont refusé. Donc le code n'a pas été adopté. Il n'a été adopté à l'Assemblée qu'au mois de février. Il a été transmis au président de la République le 25 mars. Il avait 10 jours pour saisir la Cour constitutionnelle. Il l'a gardé 2 mois et demi. Le délai est constitutionnel, hein? C'est-à-dire qu'on a peu d'intérêt, peu de respect pour les lois de la République. Le président de la République avait 10 jours ou 18 jours selon les interprétations pour transmettre à monsieur le président de la Cour constitutionnelle la loi adoptée, pour obtenir la non-objection de la Cour constitutionnelle avant de promulguer le code. Il l'a gardé. Et la Cour constitutionnelle l'a reçu 2 mois et demi avant, et la Cour constitutionnelle avait 30 jours. Elle aussi, elle a pris son temps. Si bien que, entre le 25 mars et la date de promulgation et la date de la non-objection de la Cour constitutionnelle, il a fallu 4 mois, où on avait besoin de 40 jours. Mais nous sommes dans un pays où les gens n'ont pas d'égard pour la loi. Sinon, ça ne coûte rien de prendre un papier, de transmettre dans les délais légaux un document qui doit acquis de droit. Mais tout ça, parce qu'ici on n'a pas de recours. Lorsque la Constitution est violée, c'est une violence. Les délais sont prévus dans la Constitution. Mais personne, vous ne pouvez pas saisir quelqu'un, on dira que c'est irrecevable. Parce que le président de la République tient tous les pouvoirs. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Quelqu'un me disait, il y a un seul contre-pouvoir, c'est l'opposition républicaine ou l'UFDG. Sinon, il n'y a pas de... Personne ne proteste.
Et si vous protestez, vous n'avez pas d'issue, parce que personne ne réagit. Donc, ça, nous parlons de code. Les élections locales, vous le savez, j'ai dénoncé ici et ailleurs, à plusieurs reprises, le fait que depuis 2011, l'opposition se bat pour organiser ces élections. J'ai dit que Alassane Ouattara, qui a été installé en avril comme président de la République, il n'a pas attendu que les Ivoiriens marchent. Il n'a pas attendu que la communauté internationale l'interprète. Il a organisé les élections législatives et les élections locales à bonne date. Macky, c'est la même chose au Sénégal. Il a organisé les élections l'année prochaine. Ces deux pays vont organiser pour la deuxième fois les élections locales. Non, impossible. Pour les législatives, il fallait 2 ans et demi de manifestations, 57 morts, pour organiser des élections qui sont prévues. Parce que il y a pas, c'est constitutionnel. Le président viole la constitution. On dit non, c'est la CENI qui est indépendante. Mais non, il faut que le pays, notre pays, apprenne à respecter la loi. Maintenant, autre retard. Attends, autre retard. Donc, le code... Vous avez parlé du code électoral, vous avez parlé de la tenue des élections. Alors, il y avait l'audit. Non, l'audit du fichier électoral. On a décidé que l'appel d'offres devait être lancé en novembre. Et pour cela, un comité paritaire opposition mouvance devait rédiger le cahier de charge, ce qui a été fait et envoyé à la CENI. La CENI a refusé de lancer. Jusqu'aujourd'hui, cet appel d'offres n'est pas lancé. Regardez dans l'accord, c'était prévu en avril pour que le rapport du cabinet soit disponible le 31 mars pour qu'on essaie d'envisager la mise en œuvre de recommandations qui seraient formulées par le cabinet pour que la Guinée puisse disposer d'un fichier sécurisé et qui reflète fidèlement l'état du corps électoral. Oui. Ce n'est pas fait. Et le plus grave pour les locales, vous permettez de revenir dessus, c'est que non seulement on ne les a pas eu en février, et comme on avait raté toutes les autres échéances, il y en a eu au moins 4 où le gouvernement s'était engagé à les organiser, mais c'est qu'aujourd'hui on n'a aucune visibilité, on ne sait pas quand. On invite la CENI à venir au comité de suivi pour nous indiquer le niveau de préparation de ces élections et le temps qui reste pour qu'on puisse intégrer ça, informer les partis qui vont les élections. La CENI dit qu'elle ne vient pas et qu'elle n'est pas concernée au nom de la séparation du pouvoir. Nous sommes dans quel pays? Nous avons été voir le président, obtenir un engagement solennel de sa part, de veiller personnellement à l'application des décisions qui seraient issues du dialogue. Une institution dit, moi je ne suis pas concerné. Personne ne bouge. Je l'ai dit au président de la République, que c'est sa responsabilité. Parce qu'il est la clé de voûte des institutions. Il est chargé de veiller dans ses attributions au bon fonctionnement des autres institutions. Si une institution se rébelle comme ça, qui n'organise pas ces élections, mais pourquoi pas introduire une loi pour la dissoudre parce qu'elle aura failli à sa mission régalienne. Voilà, exactement. Donc, ça c'est au niveau. Maintenant, au niveau des enquêtes, parce que c'est plus important. Vous savez qu'on a tué, souvent à bout portant, beaucoup de jeunes Guinéens. Vous étiez encore dans la zone, vous avez vu. On a enterré ici 15 personnes. L'État n'a pas bougé. L'État ne s'est pas ému. Aucune visite d'un gouvernement dans les familles des victimes. Lorsque les policiers étaient blessés par les jets de pierre, le président venait à leur chevet. On dirait qu'ils n'étaient pas des Guinéens. Jamais on n'a ressenti un soutien ou une solidarité des autorités. Aucune enquête n'a été menée. On a toujours négocié dans nos dialogues politiques et obtenu dans les accords que le gouvernement engage des enquêtes sérieuses pour identifier les auteurs de ces crimes, pour les déférer devant les tribunaux. Parce qu'on ne peut pas entretenir l'impunité. Ceux qui ont été tués ont besoin de justice. L'État jusqu'à présent refuse. Aucune enquête n'a jamais été menée. Donc voici personne n'a été qui vous amène à reprendre les rues. Non, attendez, oui, j'ai dit, on constate que ça aussi c'est un engagement de l'accord politique de juillet 2013, de 2014, de 2015, de 2016, mais jamais il y a eu de suite. Est-ce qu'on peut dire, parce que c'est dans l'accord, vous êtes une presse privée, vous couvrez heureusement bien les activités des partis politiques de l'opposition. La RTG est toujours à l'Assemblée Générale du RPG. Jamais la RPG, même mon congrès, c'est parce que qui a fait venir parce que quelque part vos militants sont hostiles à la RTG. Non, rien qu'à voir le micro de la RTG, le logo. Non, c'est pas vrai. Ça pourrait les on a vu par exemple à un meeting lorsque vous avez été empêché de sortir du côté de Matoto chez Lansana Kouyaté, où un de nos confrères de la RTG a été agressé par les militants.
de l'opposition. Je ne suis pas été au courant de ça. Mais on ne peut pas repousser les journalistes lorsqu'ils viennent. Mais ils ne viennent jamais. Nous, moi j'ai envoyé en tant que chef de file de l'opposition mon discours à la nation, à la RTG, elle a refusé de diffuser. On l'invite à nos cérémonies, elle ne vient jamais. Mais on ne peut pas les agresser, les bastonner. On sait qu'ils incarnent certainement la mauvaise gouvernance, l'exclusion et la stigmatisation des partis politiques de l'opposition. Mais on sait que ce n'est pas leur responsabilité. On a pitié d'eux lorsqu'ils sont obligés de faire... Surtout que vous-même avez été ministre, Premier ministre, vous savez comment ça fonctionne là-bas. L'invité, mesdames et messieurs, ce matin, ici, dans ce studio et sur ce plateau, Elhadji Asselou Dalen Diallo, il est le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, chef de file de l'opposition. Avec lui, on est en train de discuter de la situation sociopolitique du pays pour refermer la parenthèse sur les meetings et manifestations, malgré le communiqué. Oui, Daouda? Oui, ma question, c'est bien autour des points encore en attente, c'est bien autour, par exemple, de l'indemnisation. Oui. À entendre d'un côté, on estime que c'est vous qui ne collaborez pas bien pour que la situation évolue. Attendez, d'abord, vous savez, le comité de suivi a fait 3 mois sans se réunir. C'était significatif, le manque de volonté politique. La CENI a dit qu'elle ne vient pas. Personne n'a bougé et la CENI n'est pas venue. On a attendu 3 ou 4 mois pour dire à la CENI, viens quand même. Elle vient pour s'excuser, j'ai des problèmes. Deuxième fois, elle vient s'excuser. Jusqu'à présent, on n'a pas un chronogramme, daté ou pas. On peut avoir un chronogramme daté. Dire que le 1er août, on fait ça, le 2e août, on fait ça, et le 31 octobre, on fait les élections. C'est possible. Mais on peut avoir J, date de promulgation du code, J plus 60 organisations des élections. Et montrer entre-temps toutes les actions qui doivent être menées pour rendre possible justement la tenue des élections. Mais on refuse. On n'a aucune visibilité. Donc, écoutez, d'abord concluons. Il n'y a pas eu de progrès. Si nous avons décidé de protester contre la lenteur dans la mise en œuvre, lenteur est déjà très... ne reflète pas. C'est le refus. D'accord. Carrément. Mais c'est vous-même qui avez dit qu'on ne peut pas être au dialogue et... C'est un autre sujet que vous abordez. Je n'ai pas dit. J'ai dit on verra comment concilier. Qu'est-ce qu'il faut suspendre notre participation au comité de suivi et faire les manifestations où on le fait à la fois. La question a été posée, on n'avait pas répondu et puis on a décidé de rester quand même au dialogue et de montrer notre frustration qui résulte de la non-application des décisions. Et que si le progrès, on a réussi des progrès, mais on suspend tout de suite notre participation, notre volonté étant d'attirer l'attention de la communauté nationale et de la communauté internationale sur la mauvaise foi vraiment de ce gouvernement qui ne fait aucun effort pour que soit appliqué l'accord politique. Voilà, Monsieur le Président, vous venez de dire qu'à travers les meetings et manifestations, vous avez réussi à faire mettre pression sur le pouvoir afin que les choses bougent. Maintenant, vous maintenez votre chronogramme de manifestation parce que hier, on a vu la déclaration. Il semble maintenant que le Président exige que l'accord soit vraiment appliqué à la lettre. S'il avait fait ça plus tôt, il a fait on n'aurait même pas. On n'aurait même pas été trop tard pour bien faire. Oui, c'est bon. Bon, écoutez, après notre manifestation de demain, on évaluera la situation. Donc la marche de demain est maintenue. La marche de demain est maintenue et j'en profite pour inviter tous les militants à rester massivement mobilisés pour la marche de demain. Là, c'est un communiqué, hein, vous allez payer. Maintenant, quels sont vos rapports aujourd'hui à date avec vos pairs du FAD, le Front pour l'alternance démocratique, qui se réclame toujours de l'opposition républicaine? Bon, écoutez, d'abord, il faut apporter une précision. Nous avons le porte-parole de l'opposition a convoqué un plénière pour mardi à ma demande. C'est lui qui lance les invitations. Le mardi, tout le monde s'est retrouvé. Nous avons noté que les membres du FAD, les 3 membres du FAD, en l'occurrence Abakar Silla, Jean-Marc Diallo, n'étaient pas présents, mais qu'ils étaient représentés par leur vice-président. Fait inhabituel ou bien habituel? Disons inhabituel. Bon, on a décidé quand même, parce que chacun a invoqué un empêchement. Ils ont dit qu'ils sont représentés à un haut niveau. Ils sont l'objet de la
La réunion, c'était de faire le point sur le niveau de préparation des manifestations. Parce que, comme je vous l'ai dit, on a mis en place un comité d'organisation au sein duquel siègent les représentants de tous les partis, donc y compris de l'UFC, de NFD et de RD. Comme le quorum était atteint, ils étaient là. Les leaders même n'étaient pas là, mais leurs adjoints étaient là. On ouvre la réunion. On décide ensemble, avec leur appui fort, l'appui fort de leurs représentants, je veux dire, d'adopter le calendrier proposé par le comité d'organisation dont ils sont membres. Bakar Sylla a été représenté par son vice-président et son secrétaire général. On a adopté le calendrier prévoyant le commencement des meetings le 16 août par Kaloum et puis tous les autres meetings. Pour moi, si je suis empêché, je peux me faire représenter, c'est courant. On a décidé ensemble. On sort, bon, j'ai même demandé, j'ai dit que c'est l'UFC qui est porte-parole, donc le représentant de l'UFC n'a qu'à faire le compte-rendu à la presse. Il s'est excusé pour d'autres raisons. Et puis j'ai dit à Makanera, alors tu peux nous faire le compte-rendu. On fait le compte-rendu. Pour moi, c'est une décision prise par toute l'opposition républicaine. S'ils n'étaient pas venus, peut-être qu'on n'allait pas tenir les réunions, on allait s'inquiéter. Mais comme ils ne sont pas venus, mais ils se sont fait représenter, moi, ils n'ont pas donné mandat à leurs représentants, en tout cas, ils ne l'ont pas exprimé. Ils n'ont exprimé aucune réserve quant à l'adoption du calendrier des manifestations. Donc on a adopté, pour moi, c'est une décision de l'opposition républicaine. Et leur absence ne vous a pas tiqué aussi? Bon, écoute, ça peut arriver qu'il y a des gens absents, mais lorsqu'on est absent, s'ils n'étaient pas représentés, à des niveaux élevés, je me serais interrogé. Oui. Mais comme ils sont fait représenter par leur vice-président, moi je ne voyais pas de problème. On peut ne pas venir. Ou bien on peut venir dire qu'on n'est plus d'accord. Oui. Parce que le débat se serait ouvert. Et en ce moment, si on passe outre les réserves exprimées par leurs représentants, en ce moment on aurait violé leurs droits. Mais ils viennent, ils soutiennent, ils étaient les premiers à soutenir qu'on adopte le programme. On l'adopte. Et puis on se quitte, on fait le compte rendu à la presse, on annonce le calendrier, on se quitte, et puis 24 heures après, j'apprends qu'ils ne sont plus concernés par d'autant plus qu'il y a eu du progrès. Aujourd'hui, les comités de suivi, bon, j'ai dit, mais on avait fait le constat qu'il n'y a pas de progrès, il y a trop de lenteur, c'est contre la lenteur qu'on était en train de protester. Naturellement, on ne pouvait plus annuler, puisque on a fait, heureusement, on avait les capacités de mobiliser et de faire les meetings, et on l'a fait. Est-ce qu'il vous est arrivé vous-même de vous poser la question au-delà de leur prise de position par rapport au comité de suivi au progrès? Est-ce qu'il vous est arrivé de vous poser la question, qu'est-ce qui peut motiver aujourd'hui leur distance prise? Je pense que je n'étais pas le seul à m'interroger, parce qu'on les connaît, leur engagement, surtout pour les manifestations. Pourquoi ce revirement à 180 degrés? Naturellement, beaucoup sont interrogés, y compris moi. Mais pour le moment, je n'ai pas de réponse. Disons que je n'ai pas de réponse. D'ailleurs, la plupart des leaders qui vous quittent ou qui quittent le bateau de l'opposition républicaine estiment que Cellou Dalein Diallo ne partage pas, n'a rien fait pour nous. Il décide tout seul, et c'est lui qui impose son droit de veto surtout. Non, mais et quand il quitte seulement le militant les taxes d'Ingra. Il ne partage pas quoi? Vous avez dit tout à l'heure, M. Condé, que les gens disent que Cellou Dalein ne partage pas. Oui. Ne partage pas quoi? Bon, écoutez, moi, peut-être la décision. Ils le savent tous. Oui. Nos plénières sont souveraines. Je n'impose absolument rien à personne. Chaque parti est autonome, adhère librement à l'opposition, et nous posons les problèmes, nous prenons les décisions ensemble de la manière la plus démocratique. Et on n'est pas là aussi pour Cellou Dalein. On est là pour ses convictions, parce qu'on a fait le choix d'être dans l'opposition, pour dénoncer la mauvaise gouvernance, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de démocratie, plus de justice dans ce pays, et une gestion plus vertueuse de nos ressources. Ouais, voilà les valeurs. Une opposition regroupée, c'est une fierté quand même pour l'FDG et son président. Oui, écoutez, en tant que chef de file maintenant, justement, comme je le suis réellement depuis un certain mois, voilà, je souhaiterais que l'opposition soit unie, parce qu'elle serait plus forte. Mais on ne peut pas me reprocher
d'avoir été, même lorsqu'on dit qu'il ne partage pas, j'ai fait preuve de beaucoup de solidarité. Attendez, vous savez, relation avec l'UFR en 2013 pendant les élections. Je me suis désisté dans des circonscriptions où j'ai plus gagné. Avant 2013, 2010 d'abord, la présidentielle. Non, oui, je parle de 2013 parce que c'est 2013 où l'UFR avait besoin de moi, de mon soutien, de mes désistements, où là où j'ai pu le montrer. Vous comprenez? Avec efficacité? Hein? Avec efficacité. L'UFR, c'est M. Ablaye Sylla qui était le candidat de Bokeh. Il sait bien que sans le soutien même à Kaloum, il n'y a pas une seule circonscription où l'UFDG, où l'UFR a gagné un poste de député nominal sans le concours de l'UFDG. Ni à Kaloum, ni à Matam, et moins encore à Matoto, à Bokeh, ou même à Bofa. Donc, on a fait ce qu'on a pu. On est arrivé à l'Assemblée nationale. Et le règlement intérieur, c'est le système majoritaire, c'est-à-dire c'est la mouvance qui nous donne. La mouvance nous a donné au total 5 postes. 2 dans le bureau et 3 pour présider les commissions. L'UFDG a 10 députés, j'ai 37. Et l'UFR a 10 députés, j'en ai 37. L'UFR voulait 2 commissions sur les 3 qu'on a eues. On lui a donné. Il voulait un poste au niveau du bureau. On lui a donné. Donc, il a eu les 3 sur le 5. Le deuxième poste est donné à Bakar Sylla. Il est resté à l'UFDG qu'un seul poste, celui de vice-président de l'Assemblée. Et là, je dis oui. Donc, moi, je considérais que ce n'était pas, c'était un devoir de solidarité pour soutenir les autres. Abakar Sylla m'a demandé de l'inscrire sur ma liste de députés. J'ai accepté. Mokhtar m'a accepté. Lorsque je les ai inscrits là-haut, conséquence, Youssouf Sylla n'a pas été, il était 24e, on a eu 23 députés. Il est parti. Yari Biri qui était 25e, elle est partie. Et puis, ainsi de suite. C'est pas des présidente choses. Je n'ai pas dit que... Vous soulevez quelque chose aujourd'hui, peut-être qui n'est pas reconnu. Est-ce que eux qui ont sollicité leur inscription... Qui vous ont démarché ou bien c'est vous qui les avez démarchés? Voilà. Non, ils le savent. C'est eux qui sont... Attendez, non, mais c'est important. Oui, c'est eux qui sont venus me demander leur inscription sur ma liste. Ce n'est même pas un accord, une alliance entre les partis. C'est des personnes physiques qui sont venues solliciter. Sans aucune consultation de leur base. Je ne sais pas ça. Je sais que c'est eux qui sont venus. Il y en a qui disent encore que leur éloignement envers l'IFDG, c'est depuis que vous avez dit que vous n'allez plus remorquer des petits partis. On n'a pas dit ça. On avait un consensus, eux d'abord, au niveau de l'opposition. Et d'abord, eux-mêmes, pour la plupart d'entre eux, voulaient aller dans les élections locales avec leur propre liste, parce que c'est un parti qui ne participe pas à des élections. Avec ses propres couleurs, c'est pas toujours crédible. Eux-mêmes, ils l'ont dit et ils souhaitaient aller. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on a le consensus qui s'est dégagé. Chacun va à la conquête des conseillers. Ce que tu trouves pour ton parti, on met ensemble pour essayer d'aller à la conquête de l'exécutif, des exécutifs des mairies. C'est ça que c'était le consensus. Avec tout le monde. C'est-à-dire, vous cherchez vos propres, que vous existez, qu'un parti qui dit je n'ai aucun élu, même local, c'est pas bon. Donc tout le monde était d'accord, mais c'est pas l'UFDG qui a dit qu'on ne remorque personne. On a dit qu'on cherche le maximum d'élus locaux, chacun avec ses couleurs. Après on met ça ensemble pour voter pour un maire qui soit issu de l'opposition. C'est ça qui était le consensus. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être isolé aujourd'hui? Non, surtout que la plupart des acteurs politiques de maintenant ont été anciens commis tout comme vous, mais tous vous quittent pour le RPG Arc-en-Ciel. Vous savez, l'opposition n'est pas facile, hein? C'est un exercice difficile. Et le pouvoir a des propositions parfois plus alléchantes. Et naturellement, Michel Fakonde, qui est un fin politicien, essaie de déstabiliser certainement l'opposition avant d'annoncer la révision constitutionnelle à laquelle il pense. Mais ce n'est pas ça. L'isolement d'un parti, c'est par rapport à la base.
La population, c'est ça les électeurs, c'est ça qui est important. Il ne faut pas accepter d'être isolé, que le pacte de confiance entre toi et le peuple soit rompu. Ça c'est important. Il faut ménager, faire en sorte être tolérant pour que l'opposition soit unie. Mais l'essentiel c'est d'avoir d'abord une base solide et que la confiance entre toi et la base soit toujours renforcée, et ça, à cet égard, l'UFDG y veille. Oui, avant d'arriver avec l'autre question, si vous me permettez, est-ce que la base suffit aujourd'hui pour votre crédibilité sur la scène politique? Si vos pères de l'opposition, parce qu'aujourd'hui, dès après le départ de Jean-Marc Tiranom, Abakar Silla et Mokhtar Diallo, on voit des petits partis qui viennent également autour de l'UFDG. Alors, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas quitté l'opposition. Ils ont dit qu'ils ne participent pas aux manifestations. Est-ce qu'il faut tirer la conclusion qu'ils ne sont plus de l'opposition? Ils ne prennent plus part au plénière de l'opposition. Non, la plénière, aujourd'hui, ce qu'on fait, les réunions qu'on tient, on n'a pas convoqué de plénière. Les réunions qu'on se tient, c'est dans le cadre de l'organisation des manifestations. Et comme ils ne sont pas concernés par les manifestations, lorsqu'on fait une réunion pour l'organisation des manifestations, on ne peut pas les associer parce que ça ne les intéresse pas. Ils ont pris position contre les manifestations. Mais ceci dit, attendez, ceci dit, il faut maintenir qu'ils réaffirment, qu'ils affirment haut et fort qu'ils sont de l'opposition. Et Boubacar Silla dit qu'il est toujours porte-parole de l'opposition. Même s'il ne porte plus la parole. Pourquoi non? Mais il va la porter. Je pense qu'on va avoir une réunion de l'opposition républicaine et puis on verra si le forum va être maintenu. Je pense qu'il le sera. Hein. Je pense pas que... bon, tout est possible en politique, mais je ne pense pas que qu'ils partent définitivement vers la mouvance. Qu'ils partent vers la mouvance, je ne pense pas. L'invité ce matin, c'est bien Elhadj Asselou Dalen Diallo. Il est le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée et chef de file de l'opposition. On va aborder maintenant le volet crise au sein de la CENI avant de refermer le volet politique de cette émission. Comment vous trouvez cette crise? C'est vrai, le code électoral, il est aujourd'hui publié, mais la CENI aujourd'hui, c'est comme si... traverse une crise. Nous sommes avec le bicéphalisme. Bon, écoutez, d'abord nous, on a pris position contre cette CENI lors du dialogue. On a demandé en quelque sorte sa dissolution et la mise en place d'une nouvelle CENI, indépendamment de la tête, c'est Bakary ou M. Kébé. Ça, on n'avait même pas envisagé cette hypothèse. Nous avions néanmoins accepté que cette CENI organise les élections locales, pour ne pas que celles-ci soient retardées davantage. Et nous, pour le moment, nous sommes dans cette position. Si cette CENI, nous pensons que cette CENI, qui avait annoncé le 18 septembre qu'elle était prête à organiser les élections communales le 18 décembre, qu'elle peut toujours les organiser dans les 90 jours. Si cela est confirmé, nous n'avons pas d'objection que cette CENI organise les élections locales avant que la nouvelle loi ne soit adoptée et appliquée sur la CENI. C'est ça, c'est la position de l'UFDG. Nous voulons que ces élections locales se tiennent enfin. C'est une honte pour la République. Donc peu importe la crise de la CENI. Oui, depuis près 7 ans, qu'on promet, qu'on fixe des dates, qu'on fixe des échéances, qu'on ne le fasse pas. Mais avec cette situation, est-ce que vous vous attendez à des résultats vraiment que vous allez accepter? Oui, bon, écoutez, ça dépendra. Ça ne peut pas avoir. On peut toujours espérer que la CENI prendra conscience de la nécessité d'organiser des élections équitables et qu'elle le fera. Mais c'est un préjudice qui n'est pas exclu qu'on subisse. Mais je dis, pour l'instant, la priorité pour nous, c'est les élections locales. C'est pas la crise à la CENI. La crise, non, il faut qu'elle va être réglée d'une manière ou d'une autre. Soit j'ai appris que M. Bakary Fofana a porté plainte à la Cour constitutionnelle, soit la Cour constitutionnelle tranche, disant que c'est Bakary le président au Québec, soit il y aura une solution. Je pense que dans les jours qui viennent, il y aura nécessairement une solution. Et cette solution, quelle que soit cette solution, nous sommes prêts à l'accepter, pourvu que cette CENI organise les élections
avant la fin de l'année. Vous, vos préoccupations, c'est l'organisation des élections. La crise que traverse la CENI, ça ne vous regarde pas. Non, la crise, écoutez, il y a deux commissaires qui se disputent la présidence de la CENI. Chacun estime que nous ne rentrons pas dans ce débat. Que ce soit Bakary ou Kébé, nous voulons aller aux élections. Puisque les commissaires, c'est les mêmes. C'est quelle que soit la tête. On peut, si les autres commissaires chargés de la planification, chargés des opérations, les départements sectoriels. Mais est-ce que leur crise crédibilise le processus électoral à vos yeux? Mais il y a longtemps que le processus électoral est décrédibilisé. Cette CENI a montré ses limites depuis longtemps. Il n'y a pas une seule mission d'observation électorale qui n'a pas dénoncé les carences de la CENI et qui a le manque d'impartialité de sa part et de compétences. Et c'est pour ça que nous avons demandé son départ pour les prochaines élections nationales. Donc après les élections locales, vous souhaitez que la CENI soit dissoute? Non, attendez, nous souhaitons l'application intégrale des dispositions de l'accord du 12 octobre. Donc la dissolution, ça fait partie? Ça fait partie, l'adoption d'une nouvelle loi sur la CENI. Cette loi devait être adoptée à la session des lois, mais malheureusement la mouvance a refusé qu'on discute. D'accord. La dernière question à écouter par exemple beaucoup de vos militants, de vos sympathisants, on estime que cette crise à la CENI, elle est organisée par le président Alpha Condé au pouvoir qui ne veut pas qu'on aille aux élections, donc il faut déstabiliser la CENI aussi. Oui, est-ce que c'est votre avis? Enfin, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure. Parce que, vous savez bien, M. Alpha Condé, quel est le service que les chefs de quartier, les chefs de district, les conseils communaux nommés, quels sont les services que ceux-ci lui rendent au moment des élections? C'est des auxiliaires précieux pour la mouvance, pour la propagande du pouvoir, mais aussi pour la fraude. Vous le savez, c'est pas pour rien que depuis 2011, ils refusent de les organiser, de se débarrasser de ces auxiliaires précieux. Et c'est pourquoi on se bat. Les chefs de quartier, ils jouent des rôles importants lors des élections nationales, d'abord dans la révision des listes pour le recensement des gens, la rétention des cartes d'électeurs, parce que pour eux, parfois c'est à Conakry ici, on identifie. Mais ma question, c'est aujourd'hui de sa responsabilité dans cette crise à la CENI. Est-ce que c'est de votre avis que Alpha Condé serait derrière cette crise de la CENI? Je n'ai pas d'éléments pour l'affirmer, mais c'est une hypothèse qui n'est pas exclue. D'accord. Connaissance et capacité de manœuvre, c'est pas... Vous étiez la dernière fois sur le site de Demodula. L'endroit a été illégalement occupé par des citoyens qui ont construit des édifices. Quel était le but de votre présence? J'étais venu constater et exprimer ma solidarité avec les victimes de cette autre violence injustifiée. Ah, il y a une première violence? Non, il y a beaucoup de violence. On a parlé de ce qu'on a tué sur l'axe, on a pensé à la violence d'État ici, c'est connu, c'est établi en Guinée, il y a une violence. Oui. Il y a une violence. J'ai été voir, il y a une femme qui rentre du marché qui avait laissé tous ses ustensiles, tous ses meubles là-dedans, et trouve que tout est détruit. J'ai trouvé ces gens, j'ai trouvé les militaires sur place. Même une armée d'occupation ne peut pas se comporter comme ça avec les citoyens. J'ai dit après ma visite que on peut justifier le déguerpissement d'un citoyen qui a occupé illégalement une zone réservée pour cause d'utilité publique, de protection de l'environnement, de protection des bassins versants, des sources d'eau. Il y a 1000 raisons qu'on peut invoquer et c'est prévu par la loi pour faire déguerpir quelqu'un, pour l'exproprier même, après une juste indemnisation, a dit la loi. Le problème, c'est que dans nos pays, il y a une loi entre le 15 juillet et le 15 octobre, même dans votre propre maison, vous ne pouvez pas exclure et sortir votre... Expulser quelqu'un. C'est humain. Par exemple, c'est la justice. Attendez, ça c'est humain. Il faut qu'on humanise les actions de l'État dans ce pays. Si c'est justifié, il ne faut pas attendre au mois d'août, au mois de juillet, pour venir expulser de la sorte, avec cette violence inouïe, des gens. C'est vos frères. Parfois c'est par ignorance. Parce qu'il y avait beaucoup de pauvres
Il y avait les belles villas, bien entendu. Mais il y avait des gens qui avaient des installations précaires, des ateliers, des maisons. Il faut venir leur dire, au mois d'octobre, vous devez partir. Et l'État doit les aider à se réinstaller. Vous comprenez? Moi, j'étais longtemps ministre des Travaux publics. Au niveau des institutions de financement du développement, lorsque des gens occupent l'emprise de la voie sur laquelle le projet doit travailler, les bailleurs de fonds n'exigent pas de savoir s'il a un papier ou pas. Si il était là et il faisait une exploitation paisible de ces installations, il habitait là depuis un certain temps, pour le déguerpir, vous devez l'indemniser. On ne cherche pas à savoir s'il a un papier ou pas. Donc, je dis, pour certains pauvres, parce que les pauvres, c'est des pauvres, c'est nos frères, on peut faire les identifier, aller ailleurs. On peut lui donner un montant forfaitaire. Allez-y. Peut-être ceux qui ont les moyens, qui ont construit des villas, on peut discuter. Mais on ne peut pas, de pauvres citoyens qui n'ont rien, pour subvenir à leurs besoins, lorsque vous êtes sur le point, en tant qu'État puissant, vous êtes en train de les priver de leurs moyens d'existence. Faites un effort. Dites bon, vous devez quitter ici, c'est la source d'eau, c'est la protection de l'environnement, l'État a besoin, c'est une zone réservée, vous êtes venu occuper ici. On vous donne un montant, allez vous réinstaller ailleurs. Mais vous ne pouvez pas attendre que la femme aille au marché, vous venez, vous détruisez sa maison avec ses meubles. Dès après le passage de Elassel Dalen Diallo sur ce site, il y a eu quand même le rappel de l'histoire, Kaporo Rai, et comme, à l'époque, Cellou Dalen quand même était encore aux affaires. Oui, j'étais membre du gouvernement, même si lorsque l'opération a commencé, je n'étais pas là. J'étais membre du gouvernement, je suis solidaire de ce que le gouvernement de Lansana Conté a fait, mais à l'interne, j'ai des gens, j'ai des témoins, on s'est battu pour que ça ne continue pas. Bon, c'est pas important. Mais je disais l'autre jour, si le gouvernement estime que ça c'était une action injuste, mais la continuité de l'État, qu'il indemnise les victimes de ça, ils sont là. Il y a les listes connues. Oui, mais le processus est engagé. Attendez. L'habitat a demandé à ce que les gens, ceux qui détiennent les papiers... Attends, je parle des gens de Kaporo Rai. Parce que on ne cesse de revenir sur le cas de Kaporo Rai. On estime que c'était injuste. De la part de l'État. De la part de déguerpir, et que c'est lui qui a contribué, parce qu'il faut saluer celui de décrédibiliser. Même s'il n'a joué fort mais comme il était membre du gouvernement... Sur un site de la place même, il y a eu une voix sonore de Cellou qui est intervenue pour dire que les gens ont illégalement occupé cet endroit, donc il n'y a pas de raison qu'ils soient dédommagés et de facto ils doivent quitter. Non, cette voix n'existe pas. N'est pas la vôtre? Non, pas du tout. D'accord. Et je dis, maintenant, prenons l'hypothèse que le gouvernement Conté, de Lansana Conté, a fait cette erreur, cette injustice. Puisqu'on considère que c'est injuste, mais le gouvernement vertueux de M. Alpha Condé n'a qu'à dédommager les gens de Kaporo Rai et les indemniser. Parce qu'il y a la continuité de l'État. Lorsque vous reconnaissez que dans le passé, l'État a agi injustement, mais alors l'État, c'est la continuité. Aujourd'hui, l'État peut demander à ce que les gens se présentent pour être indemnisés, parce qu'on considère que c'était une action injuste. D'accord. Et inopportune. On va aborder maintenant le volet mine, le secteur minier. Aujourd'hui, on a toujours dit que la Guinée est un scandale géologique. Les mines ont toujours considérablement contribué pour le compte du trésor public à date. Quelles sont les réformes qui sont engagées dans ce domaine qui vous rassurent? Écoutez, d'abord je vais dire ce qui ne me rassure pas. Alors on inverse la question. Oui, donc ce qui vous rassure pas, c'est ce qui est moins. La Guinée est le pays dont les réserves en bauxite sont les plus importantes du monde. On a 40 milliards de tonnes de bauxite. Donc 20 milliards de tonnes, dont la teneur dépasse les 50%. C'est un trésor énorme.
Jusqu'à présent, on exportait environ 18 millions de tonnes. 15 millions de tonnes au niveau de CBG. Pendant longtemps, 13 millions de tonnes, plafonné à 13 500 000 tonnes. Et 3 millions de tonnes de capacité installée à CBK. Fria transforme 2 millions de tonnes de bauxite en 600 000 tonnes d'alumine. C'est très faible. Notre présence sur le marché international est très faible par rapport aux 40 milliards de réserves que nous avons. Au début des années 2000, le gouvernement du général Lansana Conté a décidé de favoriser la transformation sur place de notre bauxite pour gagner en valeur ajoutée et en emploi. D'autant plus qu'on a une certaine expérience dans la production d'alumine, puisque la première usine d'alumine d'Afrique, en Afrique, c'est Fria. Fria emploie 1200 travailleurs directs et 2000 travailleurs indirects. Toutes les compagnies avec lesquelles on a négocié s'engageaient à construire des usines d'alumine. D'abord, Rusal, la convention de 2001. Rusal s'engage à construire une usine d'alumine à Diandiang qui produit 1 200 000 tonnes d'alumine. Ça fait 2 fois Fria. Et 2 ans après, une usine d'aluminium pour produire 240 000 tonnes d'aluminium. Global arrive, veut construire tout de suite une usine d'alumine. La convention de Global est faite sur cette base. Elle construit une usine d'alumine en créant donc suffisamment d'emplois et de richesses restées sur place. BHP Billiton s'engage par la suite à construire une usine d'alumine et d'aluminium même à Bofa. La convention existe. Alcoa, notre partenaire dans CBG, décide de créer une usine d'alumine à Kamsar, à Kabata, quelque chose comme ça, j'ai oublié le nom. Avec ça, c'était le début de l'industrialisation de notre pays. Le code minier de 1995 favorise justement cette transformation sur notre sol de notre bauxite. Le gouvernement de M. Alpha Condé, après l'échec de Simandou, se précipite pour saisir une occasion créée par une décision des autorités de Malaisie et d'Indonésie surtout. L'Indonésie exportait 50 millions de tonnes vers la Chine, qui avait construit des usines d'alumine et d'aluminium, qui avait vraiment pris une part importante maintenant dans la production d'alumine, puisqu'elle produisait près de 50%, plus de 50% de la production mondiale d'alumine et d'aluminium. Lorsque l'Indonésie, avec un préavis de 2 ans, décide qu'à partir de fin 2014, on n'exporte plus, les Chinois se sont précipités, ils ont fait des stocks importants en prévision à cette, puisque c'était annoncé. Maintenant, on se tourne vers la Guinée, tout le monde dit, bon, la Guinée. Alors, les compagnies qui avaient pris l'engagement dans des conventions signées avec le gouvernement guinéen de construire des usines d'alumine et même d'aluminium pour Rusal seulement, on négocie, on les délie complètement de cet engagement pour se fixer comme objectif une exportation de 70 millions de tonnes de bauxite. On sera par an, on sera le premier exportateur, c'est facile, parce que nous avons les plus grandes quantités et la meilleure bauxite au monde. La bauxite de Sangaredi, Diandiang, c'est actuellement le minerai le plus riche au monde. Dans la filière bauxite-aluminium, on dit souvent qu'on construit l'usine d'alumine là où il y a la bauxite et l'usine d'aluminium là où il y a l'électricité, parce que l'aluminium consomme beaucoup d'électricité, ce qui n'est pas le cas pour la transformation de la bauxite en alumine, parce qu'elle-même, elle génère son électricité. Dans la production par l'électrolyse de l'alumine, vous produisez plus de l'électricité. Donc, mais le gouvernement a renoncé à ça.
Alors qu'il y avait les engagements, ils savaient négocier pour que les gens transforment notre bauxite. Mais de 1995 à 2015, c'est beaucoup de Non, beaucoup d'années, je parle de 2001, c'est au début des années 2000, sous l'effet de l'augmentation du prix du carburant et des transports, et sous la volonté, par la volonté politique du gouvernement de transformer sa bauxite sur place, c'est en ce moment qu'il y a eu ces engagements. Mais le gouvernement actuel a renoncé à ça. Aujourd'hui, il s'est fixé comme objectif d'exporter beaucoup de bauxite. Parce qu'il y a une demande. Il y a une demande qui est relativement stable de la bauxite. Mais on aurait pu imaginer si on devait transformer 70 millions de tonnes de bauxite en alumine seulement. L'aluminium, on n'a pas d'électricité. Mais lorsqu'on pose la question au gouvernement, on dit on ne peut pas transformer parce qu'il n'y a pas d'électricité. La transformation de la bauxite en alumine ne requiert pas beaucoup d'électricité. Il faut d'abord apporter cette précision. Mais je dis 70 millions de tonnes, si on devait la transformer en bauxite ici, c'est 35 fois FRIA. 35 fois FRIA en termes d'emploi, en termes de sous-traitants, en termes de richesse qui reste dans notre pays. Vous comprenez? Et donc ce n'est pas une politique, une bonne politique pour notre pays. 100 000 emplois. Ceci aurait pu générer 100 000 emplois. 100 000 emplois, c'est pas rien. Vous comprenez? Mais ces emplois sont ailleurs, on les exporte. Mais est-ce que concrètement, Elhadj, ce problème, vous avez rappelé 95 et il y a eu des engagements. Non, 2001, il y en a eu. Mais est-ce que de 2001 par exemple à 2010, qu'est-ce qui a empêché la réalisation de tous ces engagements? Là, si vous prenez la convention de Russell, elle est signée en 2001. Le Russell s'est engagé en 2011 à construire l'usine d'alumine. Ça suppose un certain nombre d'études complémentaires, mobilisation des ressources. En 2010, en 2009, ils ont négocié un avenant avec le CNDD pour ramener ça en 2015. C'est un retard. Au lieu que ce soit à 2011, on ramène ça à 2015. Mais après, ça c'est l'amendement numéro 11. Il y a eu l'amendement numéro 12 qui a été négocié l'année dernière. Maintenant, c'est pratiquement au calendrier grec. Or, il était prévu un chemin de fer, un port. Il y avait d'abord les infrastructures qui auraient été réalisées dans le cadre de ça. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se fait, c'est de la mine. Aux barges, où il y a des barges qui prennent et amènent en haute mer où les bateaux attendent. Il n'y a pas de port. On nous a dit qu'il y a des ports. Il n'y a pas de port à Nord-Profonde. Il y a juste des barges qui permettent de recevoir les camions pour décharger. C'est des débarcadères. Il y a des barges qui attendent. Et avec un très peu d'intérêt pour le respect de l'environnement. Donc à votre avis, les mines pas de bonne politique. sont bradées. Il faut que le gouvernement se ressaisisse. C'est pas bradé, je parle pas encore de prix. Je parle ici de choix stratégique qui n'est pas bon, de miser sur les quantités de bauxite sans aucune transformation sur place. Global, s'était engagé. Maintenant, l'usine est aux Émirats Arabes Unis. L'usine qui devait être ici. Oui, qui devait être ici, et ça aurait créé beaucoup d'emplois et beaucoup de richesses. Et ça serait le début d'industrialisation de la Guinée. Tout ça, c'est la maladresse des autorités à votre avis? Oui, c'est le manque de vision. Et parfois, c'est sous l'effet de la corruption, hélas. Ah bon? Et la situation des soulèvements dans les zones minières également, on a vu... Oui, tout ça, c'est protester contre le peu d'impact positif sur les communautés, mais également le non-respect des normes en termes d'environnement. Pourtant, l'expression utilisée par les autorités souvent, qu'on ne cède pas devant la dictature de l'urgence. Et quand vous prenez par exemple le cas de Simandou avec Rio Tinto, on a voulu vraiment faire avaler n'importe quelle pilule aux autorités guinéennes. Non, c'est l'approche. Il y a deux étapes. La Guinée a perdu une opportunité par les hésitations de M. Alpha Condé. Micro. Par l'opportunité, le Simandou, son exploitation aurait pu doubler le PIB de la Guinée, aurait pu créer 40 000 emplois et aurait généré beaucoup de richesses et beaucoup d'opportunités pour les Guinéens. Mais pourquoi on n'a pas fait Rio Tinto?
il faut le savoir, c'est les hésitations du pouvoir. Ah bon? D'abord, il est venu au pouvoir avec l'idée de tout changer. Le révolutionnaire, vous connaissez? Tu comprends? On a dit non, il faut changer tout de suite le code minier, il faut que l'État soit propriétaire des infrastructures à hauteur de 51%, il faut ceci, il faut cela. Rio Tinto a fait l'effort de verser 700 millions de dollars à la Guinée pour stabiliser ce régime. Après, on est revenu encore dessus. Au moment où il commençait à vouloir lancer les investissements, l'État est revenu encore sur ça, malgré ce ticket d'entrée, enfin, je ne sais pas, ce ticket de stabilisation de l'essence. Mais il était toujours dessus. Il faut, non, ce n'est pas une taxe payée d'avance, c'est vraiment un ticket d'entrée, ainsi de suite. Bon, il y a les tergiversations. Et puis finalement, le marché s'est effondré. Alors que tout était prêt. Si on n'avait pas fait preuve de naïveté, d'inexpérience, parce que l'inexpérience a joué, l'économie c'est un cycle. Lorsqu'il est arrivé, le cours du fer était au niveau le plus élevé, un niveau historique de 180 $. La tonne. La tonne, aujourd'hui, on est à moins de 60. Mais malgré toute la corruption qui caractérisait le secteur minier dans notre pays, parce qu'on a vu, par exemple, comment certains marchés ont été passés, comment il y a eu concession sur certains domaines. Est-ce qu'il fallait laisser continuer comme ça, parce qu'on voyait les opportunités, ou il fallait réglementer? Attendez, il y a deux choses. Oui. En économie, il faut faire preuve de pragmatisme. Un homme d'État ne doit pas avoir d'état d'âme. Il va avoir l'intérêt de ton pays. Nous sommes dans un contexte marqué par un pic des cours historiques, où toutes les multinationales, après l'élection présidentielle, seraient sur la Guinée. Chacun veut investir. Il faut saisir cette opportunité. Elle ne peut pas être permanente en économie. C'est des cycles. Vous comprenez? Prenons le Simandou, une partie était attribuée à Rio Tinto, qui s'est associé à Chinalco, l'autre à BGR, qui s'est associé à Vale. Chacun est prêt à investir. Ouais. Vale, c'est le numéro 1 mondial. Rio Tinto, c'est le numéro 2 dans le domaine du fer. Tu ne peux pas avoir de meilleur partenaire. Alors, négocie fort, au lieu de résilier, parce qu'on voulait récupérer une partie pour donner aux Sud-Africains auxquels on avait promis ceci et cela. Il y a beaucoup de petits jeux dedans, hein, qui ont fait que finalement, on a préféré, par exemple, des procès avec des gens. Disent, bon, BGR, qui a eu son permis dans des conditions jugées opaques par beaucoup de gens. Mais c'est une réalité ou pas? Je n'ai pas d'éléments. Je n'ai pas d'éléments pour me prononcer. De toute façon, c'est au tribunal. Les tribunaux vont statuer et nous dire qu'il y a peut-être que la Guinée a raison. Vrai ou faux, c'est que tu as Vale en face. C'est le numéro mondial du fer. Tu comprends? Tu peux négocier. D'abord, peut-être pour que la Guinée ait sa part dans la plus-value réalisée par BGR. BGR a vendu 50% de ses droits sur les blocs qui lui avaient été attribués avec à 2,5 milliards $. Bon, qu'est-ce qui va revenir à la Guinée? Parce que je pense que selon les informations, c'est pas vérifié, qu'ils étaient prêts à rétrocéder à la Guinée une bonne partie, pourvu que de maintenir aussi, eux aussi leur permis. Il faut être pragmatique. Tout le monde, le marché est là, c'est eux qui gèrent le marché. On aurait pu lancer les travaux là. Négocier pour avoir le maximum de revenus. Parce que ce qu'on a fait avec Rio Tinto, qui s'est associé à Chinalco, on a eu 700 millions de $. On aurait pu avoir 1 milliard ou le double avec BGR et Vale. Et puis, comme il y avait un professionnel, quelqu'un qui maîtrise cette filière, il fallait rester avec eux. Voilà, et là je vous l'avais soulevé tout à l'heure par rapport à la non-stabilité des prix des ressources minières et puis le non-respect de l'environnement. Moi je me dis aujourd'hui, le monde est en train de migrer vers la vie écolo. Et nous savons avec cette transformation scientifique, est-ce que nos ressources minières à l'avenir pourront nous rapporter beaucoup? Oui, je pense qu'on a la bauxite, on en aura encore besoin pendant de longues années. Nous en avons, ce n'est pas une raison de bloquer les ressources sans les exploiter. Il faut les exploiter de la manière la plus judicieuse, la plus rationnelle, la plus utile pour notre pays. Il faut vraiment que le gouvernement se ressaisisse
et renégocie les choses pour qu'il n'ait des usines d'aluminium. Vraiment, ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse. Et il faut aussi que le gouvernement agisse sur les compagnies pour que les normes environnementales soient respectées, pour que les nuisances qui résultent actuellement de l'exploitation anarchique de cette bauxite soient atténuées. Je pense qu'il y a des formules. Il faut réévaluer, mais si la corruption règne, évidemment, ces multinationales ne vont pas se soumettre aux normes environnementales. Ils préfèrent payer de l'argent pour que ceux qui sont chargés de veiller à l'application correcte de ces lois se taisent dessus. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes toujours dans votre émission La Tribune de l'Actualité Plus. Un seul invité ici dans ce studio, sur ce plateau, et là, Jasselou Dalen Diallo, il est le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. On va aborder le secteur énergétique qu'a l'État réalisé. Il y a soit petit en cours. Aujourd'hui, l'électricité dans la desserte a quand même une stabilité dans la capitale. Alors, vous savez, j'ai toujours dénoncé l'opacité qui prévaut au niveau du secteur de l'énergie. Personne ne peut contester la nécessité d'accroître l'offre énergétique pour qu'il y ait l'électricité. On est d'accord. Comme c'est le cas aujourd'hui. Mais oui, le problème, c'est qu'il faut qu'on ait une gestion transparente et vertueuse de nos ressources. C'est ça mon problème avec le gouvernement d'Alpha Condé. On utilise une noble cause pour enrichir les amis. C'est ça le problème. Alors la conséquence c'est quoi? C'est que nous avons une électricité qui va être très chère, que le consommateur ne peut pas payer, et qui va être peut-être plus chère ici que dans les pays à côté. Ça va pénaliser la compétitivité de notre pays. Il faut se battre, faire en sorte qu'il y ait l'offre énergétique, mais qu'il y ait aussi que cette électricité soit abordable, parce qu'on a un potentiel hydroélectrique important sur le Concouré, où la production au kilowattheure dans des conditions normales et transparentes est la plus faible de la sous-région, mais on n'utilise pas, c'est opaque. On donne les marchés à des amis qui vont rechercher des sociétés qui ont parfois des capacités techniques indiscutables, qui le font, mais la corruption qui accompagne tous ces marchés, vous imaginez, il faut que quelqu'un paye. C'est le consommateur ou le contribuable guinéen. C'est l'un ou l'autre qui va payer. Alors, si vous prenez Caleta, c'est bien, c'est un projet qui existait, mais à quel prix? On ne l'a pas attribué le marché dans la transparence. Beaucoup estiment qu'il y a, les experts qui estiment qu'il y a au moins 100 millions de dollars de surcoût, parce qu'il n'y a pas eu la transparence, il n'y a pas eu d'appel d'offres. Qu'à l'État, aujourd'hui, personne, en dehors des techniciens qui ont fait le montage, ne peut vous dire quel est le montage financier. Qui finance? Le montage. Attendez. Oui, qui finance? Qu'à l'État ou Soapiti? Non, je parle de Soapiti, pardon. Soapiti, rien. Qui finance et quelle est la contrepartie? L'Assemblée nationale n'est pas au courant. Lorsqu'on fait un prêt à l'État, la convention de prêt ou même de don est approuvée par l'Assemblée nationale. Mais en dehors de ça, si on doit réaliser un ouvrage de cette nature, c'est comme les compagnies minières récemment, comme SMB. La convention n'est pas allée du tout à l'Assemblée. On ne sait pas sur quelle base. Donc cette opacité entretenue et qui favorise la suspicion, mais aussi pas que la suspicion, la corruption, c'est ça que nous dénonçons. Il faut, si on peut réaliser ça qu'à l'État, si on peut réaliser soit petit, on ne peut que s'en réjouir, parce que ça va augmenter l'offre d'électricité, mais dans les conditions, en respectant la loi, les règles de la transparence. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, personne ne sait. Donc on a vu le président aller inaugurer soit petit. On ne sait pas comment c'est financé. Qui prête à la pause? Attendez. Oui, qui prête à qui? Quelles sont les conditions attachées à ce prêt? En tout cas, quelles sont les conditions attachées à ces investissements? On doit informer les élus du peuple, l'Assemblée nationale. Vous-même n'avez pas posé cette question une fois. Est-ce que vous avez demandé au président Alpha Condé lors de vos entrevues? Non, je ne lui ai pas posé la question. La prochaine fois, vous allez le faire, j'espère. Non, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas... nous, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des marchés de gré à gré scandaleux.
On a voulu que des commissions d'enquête parlementaires soient mises en place. Ils ont refusé. Parce que la majorité, oui. Je vous ai parlé dans le secteur de l'énergie. Tous les gros marchés qui vont atteindre vont atteindre maintenant bientôt avec l'État, parce qu'on ne sait pas. Si vous prenez Asperbras, qui a été le premier marché conclu, j'en ai parlé ici, dans votre studio, une petite société de capital de $100 000, enregistrée aux îles Virgines, dont ce n'est pas le métier de produire le courant énergique. Récemment, lorsqu'il a accordé aussi un marché à M. Moridiane, qui m'a attaqué d'ailleurs, mais ce n'est pas important, ce n'est pas Mori que j'attaque, c'est l'acte. Il faut... Moridiane n'a-t-il pas contre-attaqué? Est-ce qu'il a attaqué ou contre-attaqué? S'il veut qu'il a contracté, moi c'est pas lui que je donne, c'est l'acte d'après un ami dire bon toi aussi je te donne ça. Tu vois, je te donne le marché d'approvisionnement de EDG en électricité. Tu vas te débrouiller avec SAM de K Énergie, il y a ces groupes ici. Alors que même Fadi, UMC, voulait reprendre, on aurait dû leur dire de faire des cotations, chacun d'eux de faire des propositions pour la fourniture d'électricité. Lorsque vous prenez un marché de 192 millions de dollars, vous donnez ça à un ami, vous lui rendez un service. C'est la même chose lorsqu'il y a eu l'article 9 de Guinomar. L'article 9, je vous explique. C'est le droit que la Guinée a négocié dans la convention de CBG de transporter 50% de la bauxite produite à CBG par la Guinée ou par un armement national. Alors, la Guinée, pour pouvoir exercer ce droit, s'était associée à Klaveness, une société norvégienne. Ça s'appelle Guinomar. Parce que l'article 9, c'est très compliqué. Il s'agit de venir compétir en tant qu'armement guinéen pour le transport de la bauxite de nos autres partenaires. Ils sont très exigeants sur les prestations, sur la qualité des prestations. Donc, Guinomar employait des gens dans les bateaux, employait un peu ici des gens. Alpha Condé décide de liquider Guinomar et de donner l'article 9 à Moridiane. Comme ça. Depuis lors, on n'a pas les emplois, on n'a pas les dividendes que Guinomar versait, on n'a pas les taxes que Guinomar versait. Pour aider un ami, on casse une entreprise et puis après, bon, il n'y a plus de suite. Parce que c'est très compliqué. Donc, je veux dire que ce n'est pas les bénéficiaires de ces marchés que moi j'attaque, c'est la pratique. Il faut que l'égalité de chance dans l'accès au marché public, à la fonction publique, à l'armée, vraiment doit être assurée par l'État. L'égalité de chance, c'est lorsque tu fais la publicité et que tu demandes un minimum de concurrence. Non seulement ça permet de baisser les prix, tu sais que tu vas contracter avec un prestateur bien connu, mais aussi avec des prix abordables. Donc lorsque vous faites toujours, c'est l'ami, vous savez, je dénonce le cercle, Alpha, c'est lui qui exerce le pouvoir économique en réel. Les ministères subissent, on leur dit qu'on a donné tel marché, il faut que vous signez. Lorsque les prix sont exorbitants, lorsqu'on proteste, ils n'acceptent pas. Les ministres subissent, hein, on les appelle. J'imagine qu'en votre temps, ce n'était pas comme ça, non, ce n'était pas comme ça. Moi, j'ai été ministre, j'étais très attaché au respect du code du marché. Tous ces projets, je défie quiconque qui verra qu'il y a eu un marché de gré à gré. On a fait un appel d'offres, on a dépouillé, on a choisi le mieux disant. Qui va dire que quand il vous a signé un document? Jamais, il ne m'a jamais contré. Lorsque une fois un chef d'État a demandé à Conté d'aider quelqu'un, il m'a appelé, j'ai dit président, c'est pas possible. Il le savait. J'ai dit on retardera le projet, l'offre n'est pas viable. Et on va, parce qu'on a besoin de la non-objection des bailleurs de fonds pour faire l'attribution définitive. On va aller un peu plus vite là. Malgré l'économie guinéenne quand même, selon les institutions de Bretton Woods, pourrait se porter bien avec une croissance estimée à 6%. C'est vrai. Je pense que la Guinée est aujourd'hui un bon élève. Attends, oui, c'est très bien. La croissance il y aura une embellie qui va être liée beaucoup plus à l'exploitation minière. Vous savez que, je vous ai dit tout à l'heure, on a un objectif d'atteindre même 70 millions de tonnes. CBG va accroître sa capacité de production de 13,5 millions de tonnes à 28 millions de tonnes. Les financements sont obtenus, donc ça c'est vrai. SMB va continuer à accroître sa production, exportation de bauxite. Global va continuer à accroître le 2. Peut-être que Rissal va commencer
il y aura une exportation forte de bauxite. Malheureusement, je dis qu'on aurait pu faire autrement. Mais il y aura un impact sur l'économie. Il y aura une croissance économique un peu plus forte. Mais la diffusion de cette richesse nouvelle dans les ménages ne va pas être simple. Parce que c'est un secteur particulier qui marche. L'État va prélever beaucoup d'impôts, peut-être faire face à son programme d'investissement. Et l'État va bénéficier aussi du soutien de la communauté internationale dans le cadre de la réhabilitation des infrastructures routières. Donc il y aura une embellie économique, mais ça va profiter beaucoup plus à une certaine classe réduite. Les pauvres risquent d'être encore plus pauvres parce qu'il n'y a pas une politique de solidarité réelle au niveau du... En tout cas, dans les environs de Kamsar et autres là, déjà, les prix des logements commencent à exploser. Oui, non, je vous dis que vous avez Global qui a des ambitions d'exportation, ils sont dans la phase de préparation des tests. CBG même, je dis, qui va doubler pratiquement sa production. Mais de bauxite, parce qu'il faut, je vous avais dit que l'Indonésie exportait 50 millions de tonnes de bauxite vers la Chine. Les usines sont là-bas. Pour compenser tout ça, on aura besoin ici, si vous voulez, de faire encore presque le 5, parce que c'est sur la Guinée que les gens comptent 50 millions de tonnes, de plus maintenant les 18 millions de tonnes que CBG et CBK a exporté, les 2 millions de tonnes. On avait environ FRIA, CBK et comment il s'appelle, CBG, environ 20 millions de tonnes de bauxite. Maintenant, on va les 50 millions que l'Indonésie n'exporte plus, pourrait bénéficier effectivement à la Guinée. Lorsque vous dites par exemple que les retombées de cette progression ne seront pas ressenties tout de suite auprès des populations à la base, mais est-ce que l'investissement dans les infrastructures, et quand on parle d'infrastructures, il y a des routes, il y a l'électricité, est-ce que tout cela aussi ne constitue pas des éléments qui peuvent aussi encourager l'émergence d'une classe inférieure? D'une classe moyenne, si tu veux. Oui, peut-être, pourquoi pas, non. S'il y a la croissance, à terme, s'il y a surtout de bonnes politiques, c'est là où il y a la faiblesse. C'est-à-dire que la répartition de la manne avec la corruption au niveau élevé, de manière de petits copains dans l'attribution des marchés, on aurait pu avoir des méthodes plus efficaces qui permettraient une diffusion plus juste de la richesse. Mais une bonne partie va être absorbée par le clan et qui s'enrichit, ça ce n'est pas un secret. Quelques noms de ce clan? Quelques noms de ce clan? C'est les amis du président, je n'aime pas les nommer. Alors on va aborder les infrastructures routières. Aujourd'hui on voit que plusieurs ruelles dans la ville de Conakry sont en réflexion. Est-ce que la méthode utilisée, vous qui êtes un des techniciens des travaux publics, pour avoir été longtemps ministre de ce département, pensez-vous que la stratégie est bonne cette fois-ci? La méthode et la qualité des travaux? Non. Bon, écoutez, à certains endroits, sur la corniche du côté où j'habite, j'ai déploré la lenteur des travaux parce qu'il faut, lorsqu'on travaille sous trafic, on doit quand même faire preuve de diligence. Pendant des mois et des mois, les gens ne travaillaient pas. Alors que la route était bloquée et ça contribuait à créer des embouteillages monstres dans le pays. Au plan de la qualité du travail, elle était appréciable. Je ne connais pas les prix parce que je n'ai pas vu les contrats. Et c'est là aussi qu'il faut toujours déplorer cette corruption importante qui existe. Si c'est d'extrême marché, il y a un appel d'offres, s'il y a un marché de gré à gré, je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas eu toutes les informations. Je déplore la lenteur dans le travail. Pour la qualité du travail est acceptable. Voilà. Et récemment, vous étiez en tournée en Guinée forestière et en Guinée. Comment vous trouvez les routes là-bas? C'est catastrophique. Les routes à l'intérieur, à l'époque, c'était catastrophique. Il n'y avait pas de route, il n'y a pas d'entretien. Vous savez, 2014 et 2015, ils étaient plus occupés à faire l'achat de conscience qu'à utiliser les ressources dans les investissements. Conscience pour quelle fin? La politique, les élections de 2015. Le COUCAO. Pour financer le COUCAO, il fallait beaucoup d'argent. Le COUCAO, et vous savez, il y a eu la prolifération des marchés de gré à gré, et puis les achats de conscience et la corruption généralisée, si bien que le travail n'a pas été fait.
Alors, on va s'intéresser à l'éducation. L'éducation, on dit que tant l'école, tant la nation, quel regard vous portez aujourd'hui sur le système éducatif de notre pays? Écoutez, dans le programme de l'UFDG, la priorité numéro 1, c'est le système éducatif. Parce que je considère que c'est important pour notre pays. Le système éducatif guinéen a connu beaucoup de réformes qui ont vraiment favorisé la baisse de la qualité de l'enseignement, qui a fait prospérer des valeurs négatives, la corruption, le laxisme, le manque de rigueur. Je pense que nous avons besoin d'investir dans ce secteur de manière intelligente et de faire preuve de rigueur pour que les jeunes Guinéens puissent accéder à un enseignement général d'abord de qualité, et ensuite aussi les former à des métiers dont les entreprises, dont l'économie moderne a besoin. Il faut tenir compte de ça et faire en sorte que le Guinéen qui sort de nos écoles soit vraiment compétitif sur le marché du travail qui est devenu international. Parce que vous voyez, hein, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Ghanéens, les Philippins, tout le monde arrive. Et l'entreprise a besoin de techniciens performants, de techniciens rigoureux. Et il faut que nous formions nos jeunes en tenant compte de cette concurrence au niveau du marché du travail. De cette compétition. Est-ce que ça a été, aujourd'hui c'est l'UFDG, vous dites projet de société de l'UFDG, mais est-ce que ça a été votre préoccupation majeure lorsque vous étiez Premier ministre? Oui, je suis venu. Parce que je me rappelle, là, oui. Vous êtes passé une fois, nous étions à l'université Gamal, lorsqu'il y avait une crise, une grève qui perdurait. Vous étiez Premier ministre, vous êtes passé à l'époque. Je suis arrivé Premier ministre, il y avait tellement d'urgence. L'économie était en crise. Tout était prioritaire. Le taux de change était bas. Les prix étaient montés, il fallait fixer un nom certain. Tu ne pouvais pas tout embrasser. Je n'ai pas eu le temps d'élaborer une politique générale pour le pays. Il y avait les problèmes, il y avait l'urgence. Il fallait arrêter la chute la descente aux enfers de notre économie, la chute du franc guinéen. On ne pouvait plus payer, la dette avait atteint un niveau insoutenable, si bien qu'aucun projet ne s'exécutait, parce que vous savez, chez les bailleurs de fonds, lorsque vous êtes en arriéré important, vous ne pouvez plus décaisser, même pour les prêts en vigueur. Donc les projets en cours d'exécution étaient bloqués du fait que le pays n'arrivait plus à payer ces échéances de la dette extérieure. Donc il fallait d'abord renégocier avec les avoir un petit rééchelonnement. Vous savez, dès que j'ai pris, j'ai invité le président Labid, qui est un ami qui vient de prendre sa retraite, Mohamed Ali, qui est venu ici. On a même lancé le phare. Bon, et nous avons essayé d'engager les réformes économiques. Renoué fait une mission à Washington, rencontrer le fonds et la banque, m'a envoyé une mission, on a évalué la situation ensemble. Bon, j'avais déjà esquissé un programme de stabilisation de l'économie. Je suis allé là-bas, je suis allé en France, à l'Union européenne, rencontrer les gens, les Louis Michel, au niveau de la France, le Severino qui était à l'AFD, tout le monde. Et ils ont décidé de m'accompagner dans la mise en œuvre du plan de stabilisation que j'avais moi-même élaboré. Il y avait des urgences, c'est-à-dire tous les secteurs étaient bloqués d'abord du fait que c'est sur financement extérieur, vous savez, il y avait les PC, au niveau du système éducatif. Allez-y. Au niveau de l'éducation, il y avait des financements, c'était les PC, éducation pour tous. Oui. Bon, tout était bloqué, tous les projets, aussi bien le PDU, que machin, le PNIR, tous ces projets financés par les partenaires étaient bloqués du fait que la Guinée ne payait pas sa dette. Donc il fallait trouver un programme pour rééchelonner pour ceux qui le pouvaient, en tout cas lever la suspension des décaissements pour que l'économie puisse s'ouvrir, élaborer un programme avec le fonds. On avait élaboré et vous savez, la mission du fonds était là pendant la grève. On a signé les documents relatifs à la mise en place d'un programme pour aller au point d'achèvement. Et on devrait aller au point d'achèvement en novembre 2016. Donc, ça coïncide à votre départ. Voilà, lorsqu'on a constitué le gouvernement qui devait mettre en œuvre le programme, et puis voilà. Alors, peut-être la dernière question. Pas peut-être la toute dernière question. Avant d'aller avec les auditeurs, on a largement dépassé le temps d'antenne. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que ça vous fait lorsqu'on pense que Cellou Dalein Diallo est le leader des peuples d'une communauté? Non, ça ne se justifie pas. C'était une campagne de discrédit. Hein.
dénigrement qui a été... Parce qu'on a vu votre vice-président qui dit que depuis l'avènement de Alpha Condé au pouvoir, 900 et quelques peuls ont été expulsés de l'administration. Et il dit l'assumer aussi. Hein. Attendez, d'abord la première question, parce qu'elle est importante. Je tenais à dire que c'est face au score minable d'Alpha Condé de 2010 au premier tour que cette campagne de dénigrement de l'UFDG, qui visait en fait à rassembler les 3 autres communautés contre Cellou, parce qu'il fallait qu'on le présente comme le leader de la communauté, d'une seule communauté. Oui. Mais comment aurais-je pu avoir 44%? Les peuples sont nombreux. C'est vrai, mais c'est pas ceux qui sont à l'intérieur des frontières et qui votaient. C'est ce que vous pensez que c'est 44%? C'est pas possible. Lorsque j'ai implanté mon parti en 2008, en 2009, j'étais partout bien accueilli, y compris en Haute-Guinée, où j'avais réalisé quand même d'importantes infrastructures de désenclavement, routes et ponts. Donc ça, c'était la campagne. Malheureusement, cette campagne a fait des victimes. Parce que, si j'estime, les Guinéens qui ont pensé à ça, c'est des victimes. Regardez la direction nationale du parti. Regardez, bon, c'est vrai que tous les partis, chaque leader a une base chez lui, mais l'UFDG, malgré tout ce qu'on dit, est sans doute le parti le plus transversal. Aujourd'hui, ceux qui parlent au nom du parti, que ça, les Fodé Oussou, les Aliou Condé, les Alain Touré ou les Kalemoudi Ansane, c'est pas les trucs, ils savent comment le parti fonctionne, comment on est implanté à Forêt-Carrière. Vous avez vu pendant la campagne 2015, les accueils qui m'ont été réservés aussi bien en forêt, en Haute-Guinée qu'en Basse-Guinée. C'est pas parce que c'est une curiosité hein, que les gens je ne suis pas une curiosité. Donc ça, c'est un débat introduit ici par Alpha avec ces gens, parce que vraiment il était complètement perturbé par son score minable. Il fallait trouver tous les moyens. Et ceci dit, parfois on est allé au-delà des limites acceptables dans le pays, pour dire le peuple avec les violences qu'on a arrêtées à Sigiri, un peu une semaine avant le 2e tour. On a chassé les ressortissants de la Moyenne-Guinée avec des violences inouïes. Bon, il faut oublier ça. Travailler à la réconciliation des Guinéens, rassurer les uns et les autres que nous sommes tous les fils de ce pays. Ce qui m'intéresse moi ce qui intéresse le FDG, c'est la Guinée. L'unité du pays, la prospérité, la justice, la démocratie pour ce pays. Et c'est ça que nous, aujourd'hui, je suis fier et heureux de constater que les Guinéens ont compris. Ma récente tournée en Haute-Guinée et en forêt constitue une illustration éloquente, parce que j'ai rencontré les gens, on a échangé, j'ai compris que beaucoup d'entre eux étaient victimes de cette campagne de calomnie à l'endroit de ma personne et parfois hélas de ma communauté, mais les jours sont en train de rentrer dans l'ordre. On va prendre, les 900 pulls expulsés de l'administration. Oui, c'est fait. On ne peut pas nier, c'est pas décent d'en parler, quoi. Je n'aime pas beaucoup parler de ça. Donc c'est une évidence. Bon, je n'ai pas les statistiques, mais c'est sûr que si il a dit, je sais que non, il y a eu ça, c'est une pratique courante. Lorsque on veut récupérer le poste occupé par un peuple, on dit c'est l'UFDG. Donc lui, il est là pour ses loups. Et naturellement, souvent, on le balaye, on met un autre. Parfois, ça repose rien. C'est pas des gens de l'UFDG. Tous les peuples ne sont pas systématiques. Surtout les cadres, les fonctionnaires, ils n'aiment pas faire la politique. Hein. C'est lorsque le pouvoir est là, peut-être que là. Bon, mais beaucoup ont subi les conséquences de cette politique qui a été menée, de cette stigmatisation. Parfois, on considère que tous les peuples sont des FDG. Alors, je sais, pendant les élections de 2015, sur sûr, on a dit au chef de quartier de faire la rétention des cartes et de donner la preuve en amenant les cartes qui vont recevoir de l'argent en fonction du volume de cartes. Alors, on a dit, mais comment je vais identifier? Il faut chercher les noms. Monsieur Doumbouya Ibrahima Souri. Doumbouya, bonjour. Bonjour, bonjour à monsieur le président de l'FDG, le futur président et la journaliste Diallo. En ce qui concerne l'invité du jour, je le remercie et je sens que vraiment la Guinée va bouger quand il...
on encourage Elhadji Mamadou Cellou Diallo, monsieur le président, on est derrière vous. Jusqu'à l'alternance en 2020, on a senti qu'il y a... Merci. Puisque vous n'avez pas de questions, on va certainement donner le temps à ceux qui veulent poser des questions d'intervenir. 666 99 99 30, 666 99 99 31. Nous avons monsieur Diallo Amadou Koli de Anta. Amadou Koli, Diallo Amadou Koli, je vous remercie bonjour à tous les auditeurs et auditrices de notre radio. Pour notre président Elhadji Cellou Diallo. D'accord. Je remercie beaucoup depuis le à la fin. Je vais encourager mon président à rassembler tous les partis politiques qui soi-disant opposition. Même s'ils n'ont pas opposition vraie, il faut rassembler tout le monde. Celui qui est bon, celui qui n'est pas bon. Il faut, quand nous allons aller chercher le bois la nuit, il faut pas chercher le bois, ce n'est pas sec. Un autre auditeur en ligne, Diallo Ousmane. Diallo Ousmane, bonjour. Bonjour, vous allez bien. Vous êtes en direct, on vous écoute. Bonjour, monsieur le président. Il est parti, on rappelle 666 99 99 30, 666 99 99 31. Après nous poser des questions. Monsieur Baldé Corboya de Lambagne. Baldé Corboya, bonjour. Bonjour à toute la maison. Qui m'a promis d'être le premier à appeler aujourd'hui, mais en vain. Merci beaucoup. De passage, je dis bonjour à mon président et toutes mes félicitations par rapport au combat. Moi, ce que j'ai appris, c'est de rester derrière notre leader, faire en sorte que vraiment cette chose connue qui nous intéresse, la Guinée, là soit une réalité, quoi. D'accord. Un autre auditeur en ligne. Voilà, Corboya, merci. Allô, bonjour. Il est parti, on rappelle. 666 99 99 30, 666 99 99 31. Et un auditeur en ligne, monsieur Diallo Mamadou Chérif. Monsieur Diallo, bonjour. Il est parti. C'est que plusieurs demandent à la fois, c'est comme l'autoroute. Beaucoup de véhicules, ça embouteille, ça crée forcément ce que c'est en train de créer. Une saturation sur la ligne. Un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, vous appelez d'où? Allez-y, monsieur Alpha Kabila, nous vous écoutons. Et je dis bonjour à l'ensemble. Il est parti. Il a été bousculé aussi. 666. Un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va, votre nom, vous appelez d'où? C'est Tcherno depuis Bambeto. Monsieur Tcherno, il est parti lui aussi. Comment est Ibrahima Souri de Dabondi? Ibrahima Souri, bonjour. Bonjour. Je vais faire très rapidement. Question au président Cellou Diallo. Là, je vais vous poser. Il est parti, il a été bousculé aussi. Oui, c'est ça aussi le problème, hein, notre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Votre nom, vous appelez d'où? Éteignez la radio à côté, s'il vous plaît. Je m'appelle Ahmad Ba. Ahmad Ba nous appelle, il est parti aussi. Très compliqué, notre auditeur encore. Allô, bonjour. 666 99 99 30, 666. On va donner 2 minutes aux auditeurs pour intervenir. On a un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Votre nom, vous appelez d'où? Oui. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Votre nom, vous appelez d'où? Je suis... Il est parti. Diallo Idrissa de Ratoma. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour, FM. Nous vous écoutons. Mamadou Cellou Diallo, le futur président 2020. Je voulais poser une question avec mon président. Mamadou Cellou Diallo, est-ce que la manifestation demain, le 9 août et le 16, ça va arrêter ou bien ça va continuer? Nous, les militants, nous voulons que ça continue, mais nous attendons notre président, ça c'est le président de tous les Guinéens en 2020. D'accord. Je vous remercie. Merci. Un autre auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô, Diallo Alpha Omar Bayero. Nous vous écoutons, monsieur Diallo. Je voudrais savoir que compte faire le président de l'UFDG en cas de modification de En cas de modification de la Constitution. On va prendre le tout dernier auditeur, Diallo Mamadou Malal. Malal, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à monsieur le président. Nous sommes fiers de vous. Je vais vous demander si vous avez connaissance des 50 bus que le Turc a donné à la Guinée selon des informations. Ces bus sont envoyés vers le Burkina Faso. Et c'est notre question. D'accord. Puisque ce dernier a été décroché, on va le prendre aussi. Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur le président de la République, l'homme à son excellence, votre nom, vous appelez. Éteins la radio à côté, monsieur Diallo, monsieur Ba, hein. Je dis bonjour, monsieur Sore Bangoura, l'un de nos futurs maires communes de Matam. Monsieur Cheikh Dalen Diallo, par rapport à l'embouteillage qui court en ce moment-là, vous avez quelle proposition pour le gouvernement pour que le peuple de Guinée qui vit difficilement. Deuxièmement, au lieu de se manifester, est-ce que ce n'est pas depuis logique que vous continuez votre campagne de sensibilisation au niveau des grandes... La question est comprise. En lieu et place des manifestations, est-ce que les campagnes de sensibilisation à travers les meetings, on va directement commencer par cette dernière question. Oui, d'abord, nous avions dit que nous organisions une série de meetings de sensibilisation. Les meetings de sensibilisation sont terminés. Nous commençons la phase des manifestations pacifiques et j'invite tous les militants, tous les hommes épris de paix, de démocratie et de justice demain à participer à la manifestation qui est prévue le 2 août. C'est de Koza à la terrasse du stade du 28 septembre à Dexine. Par rapport à la question pertinente de l'embouteillage, il y a deux choses que les autorités doivent faire. Le transport public de voyageurs dans les agglomérations urbaines ne peut pas s'effectuer exclusivement par voiture individuelle. L'espace est réduit et si chacun a sa voiture, on ne pourra plus circuler. Il est important qu'il soit mis en place un système de transport public avec des bus pour que tout le monde n'utilise pas sa voiture pour tout ce qui en a le moins. C'est extrêmement important. Bien entendu, il va falloir continuer les échangeurs aussi sur l'axe Amdalaï Koza Bambeto. Et je pense qu'on peut envisager déjà un échangeur au niveau de Bambeto, un échangeur au niveau de Koza et peut-être un échangeur au niveau de Anko 5 au fur et à mesure. Mais le plus important, aujourd'hui, l'importation de voitures augmente à un rythme effrayant au niveau de Conakry. Et l'absence de transport public, de services de transport public, contribue à amener les gens à importer des voitures. Malgré les embouteillages, ils perdent 2 heures, 3 heures pour faire 3 ou 4 kilomètres. Mais si vous n'avez pas ça, il n'y a pas de solution. La solution, c'est d'abord le transport public. Ensuite, il faut d'abord réhabiliter le train urbain qui avait commencé à circuler. Tout ce qui est utile, on a laissé tomber ça, il faut le réhabiliter et le renforcer. Cette voie ferrée, kilomètre 36 Kaloum, il faut augmenter le rythme de ça, construire les échangeurs et avoir un service de transport par bus organisé, même s'il faut le subventionner. Ce n'est pas possible que les voitures particulières et personnelles, comme on le dit, puissent servir de moyen de transport à une population qui croit à un rythme infernal. Voilà les propositions que j'avais. Les 50 bus... Je n'ai pas été au courant de ça. D'accord. Je ne peux pas répondre. Quelle sera, puisqu'avec si on le dit souvent, on peut mettre Paris dans une bouteille, quelle sera la position de la Cellule d'Alain Diallo en cas de modification de la Constitution? Mais j'ai déjà annoncé ma position. Non seulement je suis contre, mais j'invite déjà les Guinéens à ne pas compter sur le référendum qui sera truqué. Il faut prendre à la rue et obliger Alpha Condé à y renoncer tout de suite. Alors, le rassemblement de toute l'opposition aujourd'hui autour de vous. Oui, des consultations sont en cours. C'est un défi personnel en tant que chef de file de l'opposition. Je cherche à trouver des solutions, à rassembler tout le monde, à ramener tout le monde à la maison. C'est pas toujours facile, hein, parce que de l'autre côté, on agit aussi pour que cette unité ne soit pas faite. C'est pas dans l'intérêt du pouvoir d'avoir une opposition unie et forte. Donc, c'est une bataille que je suis en train de mener là aussi avec Alpha Condé d'un côté et moi et certains patriotes convaincus que vraiment cette unité de l'opposition est utile pour le combat pour la démocratie et les libertés. On a largement dépassé le temps d'antenne. Le mot de la fin. Écoutez, je félicite Chéri FM de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à beaucoup d'auditeurs à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières. Donc je rappelle que notre marche pacifique de demain aura lieu. J'invite tous les participants à la marche à faire preuve de retenue, de discipline et de voir combien de fois les gens adhèrent à notre manif. Même ceux qui ne participent pas, ils nous applaudissent de leur voiture, de leur maison, de leur étage. Ils ont droit à notre respect. Même s'il y a des gens peut-être mal intentionnés, il faut
tenir compte de ceux qui sont bien, qui adhèrent à notre mouvement, qui nous soutiennent. Lorsque vous les voyez, vous les sentez. Alors je souhaite qu'on ait une marche sans incident. J'invite donc les forces de l'ordre aussi, de défense, qui ont fait preuve de beaucoup de retenue, de discipline, ont fait preuve de vraiment de beaucoup de volonté de coopération et de coopérer avec nous pour que ça soit qu'on banalise la manifestation pacifique sans qu'il y ait des morts, sans qu'il y ait des blessés, sans qu'il y ait destruction de biens. Nous aurons tous, les uns et les autres, contribué à l'avènement de la démocratie dans notre pays. Merci. Merci à vous, Eladji Cellou Dalein Diallo, d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le président de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, et chef de file de l'opposition. Pendant que vous étiez demain sur la rue en train de manifester, ici dans ce studio, nous allons recevoir Damanta Albert Camara, qui est porte-parole du gouvernement, avec qui nous allons aussi faire la revue de l'évolution de la situation sociopolitique. Et notre rendez-vous à nous manquer sous aucun prétexte, mais qu'à cela ne tienne, nous allons tout de même déployer une équipe pour constater de visu la mobilisation de Cellou Dalein Diallo et ses pairs de l'opposition républicaine. Donc la rediffusion de l'émission, c'est bien à 22h05 sur Chérie FM, là 104.1 et 22h15 sur Africa Today Télévision. Merci encore de nous avoir préférés et portez-vous bien. La tribune de Lecture Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. Toute la programmation, l'équipe radio, le blog, l'actu nationale et internationale, c'est sur le www.chériefmguinée.com.